Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Allociné, l'émission. C'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai le plaisir d'ouvrir cette nouvelle saison en compagnie de toute l'équipe évidemment. L'équipe d'Allociné et l'équipe de Le Stream. Bonjour. Merci Marty. Merci pour ces applaudissements. C'est totalement mérité. Autour du plateau, pour cette première, nous avons le plaisir d'avoir Mégane avec nous. Comment ça va Mégane ? Ça va, un peu fatiguée pour cette rentrée, mais ça va. Ravi d'être là avec vous. Est-ce que tu serais pas fatigué parce que tu as été hier à l'avant-première de Dune et que tu m'as nargué dans l'ascenseur ? Peut-être un peu. Ouais, Peut-être un peu. J'ai vu du beau monde et un excellent film. Et ça va se payer, je suis très très jaloux. Évidemment, à ta gauche, on retrouve Monsieur Yoann Sardé, rédacteur en chef de Allociné. Bonjour. 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 Comment il va ? Il va très bien. Il n'était pas à Dune, mais il va bien. Oui. Il n'était pas invité, il n'est pas assez important, visiblement. Ah, Mais parce que toi, tu vas pas sur Canal des fois, c'est pour ça. Et c'est pour oh là ça, là, voilà. ça y est, je m'en vais. De l'autre côté, évidemment, on ne pouvait pas faire Allociné l'émission sans Norman Genius. Bonjour le chat de la famille, un grand plaisir d'être ici. Mon émission préférée de Le Stream, il n'y a que vous qui... Vous savez, il ne faut pas le dire parce que... Quel faillot. Ils sont pas pour les autres. Hein. Non, mais il le dit à chaque émission. C'est vrai. Non, je suis content d'être là. Nouvelle saison, j'ai hâte de parler Cinoche. Ciné et séries, effectivement. Et pour compléter le tableau de la journée, évidemment, Nanix était avec nous. Oh là 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 là. Bah, moi, ravi d'être là une fois de plus pour cette nouvelle saison. Il y a beaucoup de Marvel déjà en place et qui vont arriver, donc forcément des choses à dire. Et hâte de parler ciné et séries avec vous, ouais. Alors, autant on est super content de tous se retrouver, je pense, et j'espère que vous, derrière votre écran, c'est un petit peu la même. Par contre, on commence quand même la première de la saison avec deux nouvelles plutôt tristes. Et presque... Deux disparitions, notamment Bébel. Exactement, Bébel. Alors, je ne sais pas si on va lancer... j'ai choisi le fameux extrait du Bonjour itinéraire d'enfant gâté qui est repassé hier. Donc, double nostalgie, évidemment. Je vais reprendre le tweet que j'ai fait, parce que j'ai parlé avec le cœur, évidemment, dès qu'on peut le lancer. J'ai mis acteur de légende, j'ai grandi avec ses répliques, ses cascades et son sourire. Mon père a eu la chance de tourner avec cet homme, héros de la famille et des Français, Bébel l'intemporel, à jamais dans nos cœurs et nos souvenirs. Voilà, j'ai fait. C'est beau. Écoutez, c'était avec le cœur. J'ai grandi, je vous dis, avec lui, comme beaucoup de gens. C'était un des derniers héros du cinéma français. Il y a Alain Delon, que je pense qu'il va bientôt, on espère le plus tard possible. Mais il est. Non, Génius, non. Il va bientôt le suivre. Il est sur les rails, il est sur les rails. Non, Génius, non. Voilà, C'est la formulation, quand même. moi, j'ai toujours été très touché par le Bébel, on va dire humoristique, moins par le Bébel cascade. C'était un homme incroyable, autant au cinéma que dans la vie, parce que je vous dis, mon père a eu la chance de jouer son fils, le fils de Sam Lyon, Jean-Philippe Lyon. Donc je l'ai revu hier, voilà, ça m'a beaucoup touché. Et on s'y attendait, mais ça fait bizarre de ne plus être avec Bébel. On s'est dit qu'il avait 88 ans, il a beaucoup vécu, il a tout vu, tout fait, il a fait tous les registres. C'était l'homme beau, souriant, flamboyant, rieur, moqueur des fois, mais vraiment toujours avec ce sourire et cette petite bienveillance qui me faisait plaisir, qui nous faisait rêver. Donc voilà, Bébel est parti hier, c'est bien triste, je sais que beaucoup de gens sont peinés. Et moi le premier, voilà. Nanix, de ton côté, c'est une nouvelle qui t'a ébranlé particulièrement ? En fait, je vais reprendre ce que disait Génius, c'est qu'on a grandi avec lui et moi, surtout, pour moi, il était immortel en fait. C'est-à-dire, on savait les problèmes de santé et tout ça, mais c'est Bébel. Tu dis que je vais grandir, je vais vieillir, je vais peut-être mourir, Bébel sera toujours là en fait. Donc c'est bizarre de se dire, non, demain je vais me réveiller, Bébel n'est plus quoi. Et en vrai, ça fait chier parce que c'est une icône du cinéma français, quoi. Donc, et tu disais bien, il y a le côté émotion chez l'acteur, aussi le côté cascade. Enfin, moi, j'ai découvert ces deux aspects-là, quoi. C'était notre showman à la française. Il y a eu le tweet d'Hideo Kojima, qu'il a inspiré Cobra. Voilà, c'était un symbole, un héros pour beaucoup de gens. Et franchement, c'est dur de s'y faire. Franchement, je me dis, ce matin, je me suis réveillé. Bébel n'est plus là, Moi, c'est le genre de disparition pour lequel je ne réalise pas, en fait. Je suis encore dans le côté peu déni. C'est trop frais, trop tôt pour que je réalise vraiment l'ampleur de la perte, quoi. Voilà. Je suis un peu... Effectivement, tu le disais, peu de gens le savent, mais ce sont les traits de Belmondo qui ont inspiré Cobra de Guichi Terasawa. Et c'est vrai que il avait ce côté à la fois charmeur et ce second degré naturel. Hommage national jeudi, du côté d'Allociné, comment on a couvert ça ? Comment on a couvert ça ? On a couvert ça déjà, passer le choc de l'annonce, parce que même si on s'y attendait, ça surprend toujours. On a couvert ça avec une manière de faire redécouvrir son œuvre, à la fois parce qu'on connaît,
et à la fois par ce que nous on appelle des pépites ou des choses qui sont un peu moins connues. Donc ça peut être Léon Morin-Prêtre, Stavisky, des films comme ça, parce que c'est vrai que quand on pense Belmondo, on a plutôt le Belmondo, le professionnel, le magnifique, plutôt la fin de carrière très populaire, mais en fait c'est quand même quelqu'un qui a tourné dans La Nouvelle Vague, qui a tourné avec Redville, avec Godard, avec plein de grands cinéastes. Donc c'était aussi l'occasion de faire découvrir le Belmondo qu'on ne connaît pas forcément. Et si vous voulez découvrir Belmondo, il y a beaucoup de ces films qui sont sur Netflix. Une belle collection de films avec Belmondo. Je crois qu'ils ont enlevé à bout de souffle. C'est dommage. Ils ont fait, comme tu dis... une collection, comme il y a eu comme il y a eu récemment pour Agnès Varda, notamment. Là, Belmondo, il y a aussi une belle collection sur Netflix. Donc allez-y, découvrez ces chefs-d'œuvre. Et c'est un des premiers, je crois, un des premiers à avoir réuni, c'est un acteur populaire aussi, à avoir réuni autant de... Il a réuni, je crois, plus de 180 millions de personnes. C'est 160 millions d'entrées. 160 millions, c'est ça, d'entrées. Enfin, c'est une folie. Donc, et il y a aussi, moi, je trouve, au-delà du cinéma, ce qu'il incarne, il incarne un truc que peu de gens ont incarné. C'est-à-dire que je pense qu'il y a Johnny qui avait ça. Il y a peut-être Depardieu qui dégage ça, même au-delà d'autres trucs. Non, c'est ce côté des gens qui ont réussi à vivre sans contrainte. C'est-à-dire qu'ils dégagent un côté, genre, il a eu une vie pleine, remplie et totalement libre. C'est le mec qui décidait de partir un an, je sais pas, sur les routes ou faire du vélo, il le faisait. Et en fait, c'est rare les personnages comme ça qui ont une espèce d'aura de liberté. Et je crois que c'était un des derniers hommes libres, en fait, j'ai l'impression. Oui, complètement. Autre décès, quelqu'un d'un peu moins peut-être connu, mais absolument pas dénué de talent, Michael K. Williams. Exactement. Tu peux nous dire, Johan, qui est voilà, la photo s'affiche. Donc pour les gens qui connaissent The Wire ou sur écoute en français, c'était Omar Little, l'un des personnages emblématiques de cette série, le personnage de série le préféré de Barack Obama notamment. Et donc en fait, c'est arrivé dans la foulée de la disparition de Jean-Paul Belmondo. Donc au moment où on se mettait nous, sale journée. Voilà, à peine en ordre de marche, il y a ça qui tombe. En fait, il a été donc retrouvé mort dans son appartement a priori d'overdose. À l'âge de 54 ans, donc beaucoup trop tôt pour partir. Et donc voilà, c'était un comédien qui a eu plein de vies. Il a été d'abord danseur, notamment chez Janet Jackson, George Michael, Madonna notamment. Donc plutôt quelqu'un qui sait bien danser. Mannequin, il a eu des hauts et des bas. Il a vécu dans la rue. Il a une cicatrice qui est assez emblématique, qui lui a été faite par un gang quand il était plus jeune. Donc c'est quelqu'un qui a aussi vécu plein de vies et qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt. Et donc il est surtout connu pour The Wire, mais vous l'avez notamment vu dans Boardwalk Empire, récemment dans la série sur Lovecraft, dans The Night of, 12 Years a Slave, il était aussi présent au théâtre. Parti beaucoup trop tôt, ce Michael K. Williams, parti le même jour que Jean-Paul Belmondo, donc c'était deux news pas forcément les plus réjouissantes. Et on va essayer maintenant de se réjouir. Et pour ça va être le moment du Saturne. Saturne, on en parlait tout à l'heure, l'événement, c'est que y a des gens qui ont vu Dune. Il y a des gens qui ont vu Dune, des gens qui ont vu Dune à Venise. C'est quoi des pistonnés, des privilégiés? Qui sont ces personnes, du coup? Des gens qui travaillent, des professionnels. Ce sont des gens. Très bien. Et toi, tu dis rien, c'est le mec. Écoute, très bonne. Il n'y a rien à dire, de toute façon. C'est bien, on laisse passer, ça va. En tout cas, le film a été vu déjà par 2 fois, puisqu'il a été présenté en avant-première mondiale à Venise vendredi dernier, et il a été présenté en avant-première française, j'allais dire européenne, mais non, puisque Venise est en Europe, donc en avant-première française, hier à Paris. Le film sera aussi présenté à Deauville, je crois, en fin de semaine. Donc en fait, le début du marathon promotionnel Dune a débuté et a débuté a priori de belle façon. Alors on se souvient, pour celles et ceux qui ont jeté un œil, cet été, une bande-annonce incroyable de presque 4 minutes qui décroche un petit peu la mâchoire. Moi, je me souviens qu'en voyant ce trailer, je me suis dit, je pense que depuis Matrix ou Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas eu une bande-annonce qui m'a fait ça. Cette espèce de waouh. Voilà, à un moment le temps s'arrête, il se passe quelque chose. Je sais pas si c'est la musique, le grain, l'image, mais voilà. Donc pour moi il se passe un truc. Les experts à Venise, ils ont pensé quoi? Il y a eu plein de choses qui ont notamment évoqué Le Seigneur des Anneaux ou Fury Road, notamment des films de cette ampleur-là. Ouais. Donc je vous ai juste pris quelques extraits de ce qui est sorti dans la presse depuis vendredi. Du grand cinéma, nous dit Cinématiseur, une gigantesque claque, nous dit Script, radical mais inoubliable, nous dit Renan Cross. Un nouveau blockbuster d'auteur, Nolan n'aurait pas fait mieux, selon Fabrice Leclerc. Le Seigneur des Anneaux de Villeneuve, selon Variety. Je sais que vous êtes habitués à ce que les gens en fassent trop sur un film après une avant-première, mais faites-moi confiance, Dune est un chef-d'œuvre, et pas seulement de science-fiction, mais de cinéma tout court, nous dit Collider, pas mal. Grand spectacle, récit initiatique, une belle approche des relations parents-enfants qui fait le lien avec le reste de l'œuvre de Villeneuve, dit Philippe Rouillet.
sûrement l'une des plus belles partitions de Hans Zimmer, dit Backstage, parce que la musique est là aussi au rendez-vous. Il y a quelqu'un qui a dit « Il n'y avait que Denis Villeneuve pour relever le défi et réussir à transmettre toute la beauté et la force du roman d'Herbert, une œuvre majeure, intense et épique. » N'est-ce pas, Mégane ? C'était toi qui as dit c'est ça. moi. Il est fort, il est fort. Je reconnaissais aussi. C'est quelque chose. C'est un professionnel qui a écrit ça. Ah là là. Alors, Denis Villeneuve, c'est le meilleur. Et donc, du coup, au niveau de... Excuse-moi, je bug un peu parce qu'on parlait de... Ça, c'est la presse, mais à Venise, sur place, on a vu des images défiler pendant que tu parlais. Est-ce que les acteurs eux-mêmes ont fait témoigner de quelque chose de... Je crois qu'ils étaient surtout... déjà, tout le monde est ravi que ça sorte enfin, parce que c'est quand même un film qu'on attend depuis... ça fait quoi, 1 an maintenant ? Quasiment 1 an de report. Ouais, au moins 1 an. Je pense qu'ils étaient, on l'a vu avec Bautista qui soulève Josh Brolin, ils étaient tous contents de se retrouver en photocall. Il y a Brolin qui a pris son appareil photo, qui a immortalisé tout le monde au milieu des photographes. Donc il y avait surtout une vraie envie de retrouver un énorme blockbuster de cinéma et qui repose sur un énorme casting et que tous ces gens-là soient là pour le célébrer, donc c'était cool. Après, Mégane hier a rencontré des gens, elle va mieux en parler que moi. Je crois qu'ils sont surtout tous contents de faire partie d'une aventure qui dépasse juste n'importe quel simple acteur. C'est plus un espèce de projet choral qui englobe tout le monde et c'est une fierté quand on fait partie d'un truc pareil. Alors je vais faire un truc un peu, mais comment c'était ta soirée hier soir ? C'était une très bonne soirée. Ouais. C'était une très bonne soirée parce que du coup j'ai eu la chance d'être au Grand Rex hier soir pour l'avant-première de Dune. Donc il y avait la chance. Et du coup il y avait un très beau tapis rouge donc qui était noir, très sobre pour l'occasion, très dans les tons de Dune. Et donc il y avait du beau monde. Il y avait Denis Villeneuve, il y avait Timothée Chalamet, Zendaya et Rebecca Ferguson. Voilà, que j'ai eu la chance d'avoir à mon micro. Et c'est impressionnant d'avoir des gens. Enfin, on n'est plus habitué à être aussi proche des gens. Ouais. Et là, même si c'était un petit tapis rouge assez sympathique, ils étaient très proches de nous finalement. Voilà. Avec le petit passage de Zendaya derrière, très sympathique. Et du coup, non, mais on sentait vraiment. Ils étaient fatigués. Ça se sentait qu'ils étaient fatigués parce qu'ils venaient à peine de Venise. Donc voilà, c'est un tour promotionnel assez éprouvant. Mais en même temps, très heureux de pouvoir enfin partager le film avec le public en fait. Et ils étaient après dans la salle. Ils ont vu le film avec tout le public qui était là dans la salle du Grand Rex et ils ont été applaudis pendant plusieurs minutes et ils étaient très contents de pouvoir enfin partager le film, enfin le faire découvrir et très contents de faire partie de ce projet effectivement parce que Dune c'est plus qu'un film de science-fiction, ça aborde tellement de thématiques importantes qui fera écho je pense à la nouvelle génération parce qu'on parle quand même des thèmes écologiques, de peuples opprimés etc. Donc ça peut faire écho à aujourd'hui et voilà, ça c'était à Venise. Et puis surtout très, très honoré de travailler avec Denis Villeneuve. Ils n'ont pas taré d'éloges sur ce réalisateur. Et puis il y a eu un vrai lien qui s'est tissé entre Denis et Timothée, puisque Denis est québécois. Donc ils ont parlé français sur le tournage forcément. Zendaya se sentait un peu de côté d'ailleurs. Elle a dit il faudrait que j'apprenne le français pour comprendre ce qu'ils disent, tout ça. Donc non, c'était très sympa, vraiment très sympathique, très agréable de parler avec des acteurs qui sont très fiers de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est bien. Ils peuvent l'être. Quand c'est au-delà du discours formaté, de promotion, et qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus, c'est en général plutôt un bon signe. Oui. On leur souhaite vraiment que Denis puisse faire sa partie 2. Parce qu'il y a une rumeur de partie 2 ? C'est plus qu'une rumeur. Enfin, il a vraiment un projet de partie 2. De toute façon, il a découpé son projet de film en 2 parties. Là, il n'y a qu'une partie du bouquin qui est adaptée dans ce film. Donc une partie 2 est prévue. Après, j'espère que Warner... C'est la même partie que le film d'époque, du coup, qui est adapté là Non. D'accord. Ça, c'est ma grande question. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Je crois que le film de David Lynch... il balaye à peu près tout le film. Faisait un peu... Alors que là, on n'aura pas tout, du coup. Non. Okay. Non, on n'a pas tout. Pas plus mal, d'ailleurs. D'accord, ok. Donc il faut une partie 2, s'il vous plaît. Ça a l'air fou. On se regarde quelques images et on revient dessus juste après. Parce que je vois qu'il y a écrit bande-annonce. Oui, c'était pour illustrer, mais on fait... Ouais. Comme ouais. Talentueux. J'ai avec chanceux et talentueux. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade se prépare. Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues? Oui.
L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La souffrance. Tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps. Il faut apprendre à commander les autres. Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris. Mon père gouverne toute une planète. Elle lui échappe. Il en aura une plus riche. Elle lui échappera, elle aussi. Ah, mon grand! Arrakis est un piège mortel. 4 minutes de bande-annonce, on va pas tout faire, évidemment. Je vous encourage à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, parce que franchement, elle dépote. On a coupé pile quand ça commence à partir. Ça sort quand? C'est mercredi prochain, donc... Non, mercredi 15 septembre. Oui, donc voilà, mercredi donc prochain. en 8. En 8. Je crois Donc le 15. Exactement. Nous avons première aussi en salle la veille de je crois, le 14. Tu peux aller voir le film, tu peux aller voir le 15. Donc, voilà. Parce qu'à mon avis, le 15... Évidemment, Ça va pour être ceux qui blindé. rêvent d'aller à la séance de Ça va être 20h ou de 21h, accrochez-vous. Et surtout, allez le voir au cinéma, s'il vous plaît. C'est vraiment une expérience à vivre en salle, que ce soit pour l'image, la photo, le son, Moi, je son, crois la premier rang, musique. je pense même. Vraiment, c'est une expérience à vivre en salle et je pense que ça faisait longtemps qu'on attendait un film de SF comme celui-là. Et j'espère que ça va un petit peu redéfinir ce cinéma de genre qui est un petit peu Formaté. formaté. Dernière chose, on reviendra sur Dune évidemment quand tout le monde l'aura un peu vu d'ici quelques émissions. En attendant, Johan, un événement se prépare pour les fans. Oui, c'est donc ça sera quelques jours après la sortie, le 18 et 19 septembre, si vous êtes à Paris, au cinéma Les 7 Parnassiens, organisé par le podcast Plus que de la SF. C'est plus que de la SF. En partenariat avec nous-mêmes, mais c'est surtout eux qu'on le fait. Hein. C'est pour ça que j'en parle. C'est notre promo. Franchement, c'est tellement bien amené avec nous-mêmes. Mais c'est Produit par voilà. nous-mêmes. Nous, on est juste Vous êtes sur les rails. Hein, voilà, alors on est sur les rails. Tout ça pour dire que c'est organisé par quelqu'un qui s'appelle Lloyd Cherry, qui est un journaliste spécialiste de FCF et qui a publié un MOOC qui est devenu depuis le livre officiel qui accompagne l'univers de Dune et la sortie du film. Et il organise donc un festival en 2 jours où il y aura tous les soirs la projection du film de Denis Villeneuve et en journée 4 conférences thématiques, donc aussi bien sur les Harkonnen que sur Frank Herbert, que sur Denis Villeneuve, que sur le personnage de Paul Atreides. Ou sur l'épice ou sur l'univers de Dune. Donc si vous voulez vraiment creuser avec... il a invité les plus grands spécialistes français de la question. Donc il y a des universitaires, des journalistes, des auteurs et tout ça. Il y a une trentaine d'invités. Donc ça va être assez pointu et assez intéressant si vous voulez creuser l'univers de Dune. Plus les professionnels d'halluciner du coup. Hein? Plus les professionnels d'halluciner du coup. Peut-être qu'on y sera. En tout cas, 18-19 septembre au 7 Parnassiens. Donc n'hésitez pas à commander vos places, on vous le recommande chaudement. Merci beaucoup. Deuxième news, deuxième série de news. Effectivement, Dune a été reporté, mais c'est pas le seul, on dirait, puisque... Ah oui, il a été reporté, mais il sort là. Oui, mais là, il sort. Enfin. Il bouge plus. La valse des décalages, Johan, va-t-elle reprendre? Et oui, on se pose la question, puisque la semaine dernière, nos amis de Paramount ont décidé de décaler les 2 films de Tom Cruise, qui ont déjà été décalés plein de fois. Il va devenir fou. Hein. Il va devenir fou, Le Tom. connaissant. Voilà. Donc Top Gun 2, qui devait être l'un des événements de l'automne, c'était sortir en novembre, qui avait déjà été décalé 4 fois quand même. Hein. Ouais. Donc un nouveau décalage, et donc il est décalé à mai 2022. Et donc s'il est décalé à mai 2022, Top Gun, il prend la place de Mission Impossible 7, qui lui est décalé un petit peu plus tard en 2022, donc en septembre. 2 ans sans Tom Cruise, c'est dur. Hein. C'est ça, exactement. Et par contre, ça fait 2 Tom Cruise la même année. Ouais. On peut le voir de l'autre façon aussi. Alors peut-être que 1 suffisait, mais bon, bref, on va voir. Voilà. Et Mission Impossible 3, pour l'instant, n'est pas décalé puisqu'il est prévu en 8. Mission Impossible 8 n'est pas décalé puisqu'il sort en 2023, pardon. Ah oui. Waouh. Voilà. Ok. Et au passage, on voit cette magnifique photo de Tom Cruise à moto. Il y a quand même eu des images de Mission Impossible 7 qui ont été dévoilées au CinemaCon, qui est donc un peu le congrès de tous les exploitants américains, là où on montre les images de ce qui va sortir dans l'année qui suit. Et a été dévoilé un petit peu les coulisses, pas les images, mais les coulisses de ce qui s'annonce comme la séquence la plus folle de l'histoire de la vie de Tom Cruise, le cascadeur. On avait vu ce qui Qu'est-ce qu'il a fait là, en fait, c'est lui qui saute à moto et qui ouvre un parachute en base jump, c'est-à-dire un truc totalement interdit. Bah, bien sûr. Et c'est lui vraiment qui le fait. Il l'a tourné 7 fois, mais il s'est entraîné 13 000 fois pour le faire. C'est un grand malade. Le monsieur est juste un grand malade. Le monsieur est juste fou, mais donc c'est vraiment Tom Cruise qui fait ça, et donc c'est ça qu'on verra dans le film. Ça va finir chez Marvel tout ça. Hein, voilà, qui a priori va enterrer l'escalade du building et l'accrochage à la porte de l'avion. Il a fait plus fort. Ouais, c'est lui, il n'y a pas d'écran vert. Hein. Ouais, non, il fait tout lui-même.
Après, c'est dangereux, mais on peut saluer le fait, la folie du mec qui, jusqu'à présent, veut toujours faire ses cascades tout seul. Donc, Ah, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'il s'investit pas, hein, ça c'est sûr. Putain. D'où la colère du bonhomme pour les reports, Ouais, tu forcément. m'étonnes. Voilà. tu Donc ça, c'est les premiers reports. Sinon, parmi les films qui ont été reportés, donc bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont maintenus. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 Oh, c'est Tu pas attends. grave. Non, alors, non, Pourtant, le casting est incroyable. Hein, vraiment, Je me suis dit, il va l'arrêter aux 2. Non. repoussé à février 2022. Ils peuvent le repousser encore un peu. Hein. Et 3 films qui restent sans date pour le moment, donc ça c'est jamais très bon. Aya et la sorcière, qui était le premier film en images de Ouais. synthèse Ah, par ça, les j'aimais studios bien. Ghibli qui devait sortir au mois d'août. Ouais. Il est repoussé à une J'ai date l'impression que ça fait indéterminée 100 pour le ans que moment. j'ai Ça va vu. sortir sur Disney+, ou un truc comme ça. C'est voilà, ça sent pas bon. Ouais. Snake Eyes, qui est donc Oh. le préquel spin-off de G.I. Joe, qui devait sortir le 18 aut, a été Ouais. complètement Dans vos meilleurs Complètement vidéoclubs. zappé. voilà, qui a été Ça va complètement finir- shooté ça va- dans ça va les finir salles en européennes. plateforme, ça aussi, Ouais. je pense, hein. Et le film de Woody Allen, Rifkin's Festival, qui est aussi repoussé pour l'instant Ah, sans ok. date, et ça sent un peu le Amazon non. quand même. Personne. C'est un- Oh, oui, Non, c'est pas grave. Direct ou Amazon. Ouais, peut-être. Ouais. Ok. Peut-être. Ah, Ça, j'ai cru que c'est. Est-ce qu'à côté de ça, il faut aussi avoir peur pour James Bond? Alors pour le moment, non, puisque James Bond doit toujours sortir alors il est marqué 11 novembre, mais ça c'était la précédente affiche, le 6 octobre. Pour l'instant, c'est calé. On y croit. Quand on a eu Ça va aller. l'annonce de Tom Cruise et tout ça, on s'est dit, oulala, James Bond, ça pue, et on est reparti. Pour l'instant, ça semblerait pas bouger, d'autant que les chiffres de Shang-Chi aux US sont super bons, puisqu'ils ont fait une sortie uniquement en salle et pas salle plus Disney+. Et on est à un démarrage au-delà des 70 millions de dollars, qui est le record de tous les temps pour un film sorti sur le week-end du Labor Day, donc qui est la fête du travail aux États-Unis. Le précédent record était à 30 millions sur le week-end. Là, on est à 70 millions. Ah oui. Donc Oh, ça c'est montre bien. qu'il y a le C'est bon. public Ah oui. est de retour et que le public a envie de voir Pour du se grand mettre au cinéma. Ah, spectacle. c'est bien. Donc Bond, a priori, ne devrait pas Encourageant. bouger, mais on ne sait jamais. Personne de vous l'a vu, James Bond. Hein. Non. 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 Et a priori, il y a des rumeurs comme quoi il serait peut-être même pas montré, puisqu'il se passerait Ah. un truc de fou dedans. Je n'en sais pas plus. Tu te rends compte, même les professionnels ne l'ont pas vu. Il se passerait un truc de fou dedans. Sur cette histoire de procès de Scarlett Johansson et de Marvel, on pourra en parler quand on fera notre gros débrief Marvel, etc. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a quand même des choses, peut-être des éclaircissements que... Ou le pavé dans la mare. non, comme Ouais, vous êtes c'est des compliqué. professionnels, vous allez pouvoir nous Oh là expliquer, là. en fait. Megan se sera penché sur la question, évidemment. Ils sont excellents, ils sont excellents. En attendant, Johan, si on faisait un petit tour des grandes news de l'été, Ouais, j'ai fait un espèce de best-of de l'été. tout ce qu'il fallait pas rater en Voilà. news, attention, En news, pour les sorties. et en une phrase, et après vous réagissez dessus si vous voulez ou pas. On commence Ou pas. par du streaming peut-être déjà. On commence par du streaming avec pour la première fois dans l'histoire de Netflix un recul de Netflix au baromètre OTT NPA Conseil Harris Interactive. J'ai toujours rêvé de faire ça comme dans les émissions. Donc simplement pour dire voilà, que pour la première fois la plateforme a un recul en France, Ok. qui est à moins 2% en 3 mois, là où Disney et Amazon progressent. Oh, bah comme. C'est bizarre. Donc étonnant. Étonnant. Voilà, étonnant. Ouais. Donc l'hégémonie de Netflix, peut-être que c'est fini et peut-être que on pensait que ça allait durer un peu plus longtemps, mais que les autres plateformes commencent à C'est dû à trouver la leur place. qualité du catalogue. Enfin, je dis Ouais, ça, puis je- c'était pas le meilleur moment pour augmenter les tarifs aussi. Voilà. Heureusement qu'il y a des séries coréennes. Hein. Pour se faire plaisir. Non, mais surtout que ça s'accompagne, tu as raison, par une montée des prix. tarifs. Et parce que Star propose des choses intéressantes aussi. Et autre info côté streaming, c'est HBO Max qui a profité du festival Sérimania pour annoncer son implantation en Europe. Ça va se faire à l'automne. Pour l'instant, pas de date pour la France. Et la France serait un petit peu en fin de liste, tout simplement pour des questions de droit, puisqu'on sait que OCS a pas mal des droits HBO. Mais une fois que je pense qu'ils vont juste attendre la fin des droits, et après, HBO devrait se mettre en ordre de marche dans nos contrées. Et donc après, ça va être compliqué en termes d'abonnement de choisir quelle plateforme on va regarder. Ça va être. Ça, j'en peux plus. Ça s'annonce comme un c'est casse-tête. trop, c'est Ouais. too much. Il faudra un pass culture streaming, je pense. Hein. Ça devient compliqué, effectivement. J'en peux plus. J'ai envie d'avoir HBO Max très vite. J'en peux Et plus. on l'aura en Ça m'énerve cette histoire. En plus, on est vraiment les derniers, quoi. 2033. Mais si t'es abonné au CS, t'as tout Bah oui. HBO. Ouais, mais non, je veux la plateforme. Ça va arriver, t'inquiète. Avec marqué HBO, il Ouais. veut le truc. Ça va Tu mets un arriver, post-it sur ton t'inquiète pas. écran. Tu fais un H, quand t'as un H, et voilà. Voilà, c'est bon. Sauf le- Très bien, je vais essayer. Cet été, 2 gros tournages ont débuté. Tout à fait. Le premier, c'est un film français. On parlait avant que les caméras se lancent. Les Trois Mousquetaires. Mousquetaires. Ça, c'est la première image Ça va être officielle bien. du film avec le Ça va cardinal être de très, très Richelieu. Ça va être. De dos. On rappelle que le casting est fou puisque les quatre mousquetaires du coup seront campés par François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille. Difficile de faire bien. mieux. C'est incroyable. Non, mais C'est trop bien. incroyable. Il manque Pierre C'est Ninet pour trop faire le bien. roi et on est bon. Voilà, là, c'est ça. Et vous voyez ici le reste du casting. Il y a de Louis Garrel, Eva Green, Vicky Krieps, Lina Coudry en Constance de Bonacieux. Très bon Patrick choix. Mill, hein. Moi j'aime Voilà. beaucoup Patrick. De quoi Ah oui, Patrick Mill, Marc J'aime bien Barbet. Voilà. Alors, qui joue le cardinal? Le cardinal, alors ils l'ont changé par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc là, c'est Éric Ruff de la Comédie Française. Et c'est lui qu'on voit de dos sur l'affiche. Ça va Ok. être trop bien.
franchement. sûr. Donc 2 films. Et 2 films tournés en même temps, 27 semaines de tournage, donc gros boulot, et ils vont le sortir en 2 parties. Alors j'imagine un peu peut-être comme ils avaient fait sur Mérine, c'est-à-dire 1 et 6 mois après l'autre, histoire de ne pas perdre Ça serait pas mal, la vague, ça serait pas mal. Matrix 2 et 3. Voilà, exactement. Ok. Effectivement, moi, je suis très hypé par ce projet depuis qu'il a été annoncé. En dehors du casting, hein, c'est juste que je pense qu'il est temps de rendre ses lettres de noblesse à cette œuvre qui a été plein de fois adaptée. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une adaptation en tout cas, à la hauteur du texte original. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais Non, ça peut être assez fou. on a vu du D'Artagnan faire du kung-fu chez Anderson. On a vu des bateaux volants au-dessus de Windsor. Enfin, si on pouvait revenir à quelque chose d'un petit peu voilà, doucement. Calmons-nous, calmos. faut se ressaisir. On est bien. En tout cas, Le casting donne beaucoup d'espoir. avec toutes les semaines de tournage, je ne sais pas s'il pourra sortir l'année prochaine, ce sera peut-être un peu juste, mais s'il sort en fin d'année prochaine, le premier volet, il y aura Astérix, qui est quand même un énorme truc, l'Astérix de Canet. Ah oui, et ça c'est vrai. ferait 2 énormes super productions françaises la même année, ce qui est plutôt bon signe. Et un mot sur le réal peut-être, ou la réal Ce sont les réals de, je vais dire une bêtise, non qu'est-ce que je vais dire, de Laporte. Qu'est-ce qu'il avait fait déjà? J'ai oublié. Poignet. Non, mais c'est pas grave. Hein, Voilà, mais je le retrouve. Je suis désolé, je voulais pas te coller. Non, tu m'as pas collé, Non, Mathieu Delaporte, mais j'ai son film qui me revient pas. pas. Donc Ok, bien. voilà, Mathieu Delaporte. Bon. Génie va nous quitter pour cette blague. Non, absolument franchement, honteuse, même moi, je la vraiment, veux pas. On continue. Non. On est sur l'air. Je rejette. Je renie la blague. Je renie la blague. Ouais, c'est vaut Il mieux. s'est passé quoi? Rien, je renie la blague. Rien. Ils ont Non. fait des vannes pendant que. Avançons. Ok, très Tu bien. n'assumes pas ta... Je l'assume pas. D'accord. Deuxième tournage. Deuxième tournage, là c'est juste parce que la première photo a été dévoilée, Aquaman 2, il y a un nouveau costume. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une suite. Est-ce pour vendre des jouets? C'est marrant, c'est le même... Peut-être. On On enlève a l'impression qu'il est dans du. On enlève l'espèce de ceinturon, tu mets un S, c'est le costume noir de Superman presque. Mais je dis ça, Tout à fait. Ouais, Ouais. c'est vrai. Moi j'ai un peu du mal avec ces super-héros qui à chaque épisode changent de costume juste pour vendre des jouets. Je tiens à l'avouer. Ah bah. Après, il change de costume quand même assez régulièrement. Oui, hein. mais tu vois, je me rappelle de Iron Man qui avait un rond et puis Iron Man 2 on lui fait un triangle juste pour revendre des figurines aux gosses. J'ai du mal. Pas que, parce qu'il y a une explication derrière, Oui, on en mais j'ai parlera quand même, si, j'ai quand même du mal. Moi, je trouve que ce qui est le plus cocasse, c'est que ils ont tous des costumes et à la fin, ils ont tous un costume noir quand même. C'est vrai. C'est moins Parce que c'est salissant. plus classe à chaque fois. Moi, C'est ça- vrai qu'il était bien avant. ça amincit. Et ça amince. Eh ouais. C'est pour ça que j'ai du noir aussi. Bon, Il est trop chargé là. chez Marvel, Chez Marvel, juste quelques petites annonces. Oui. Anthony Mackie confirmé en Captain America. Yes. On s'en Ouais. doutait, mais bon, au moins c'est officiel. Mais si, ça va être bien. Le personnage de Iron Heart Il est bien. qui sera introduit dans Black Panther numéro 2. Voilà, Ah. donc personnage qui, vous serez peut-être Qui mieux sera logiquement la successrice. une Iron Le personnage Woman. qui va succéder à Iron Man, qui sera un Ouais. personnage féminin et qui intégrera logiquement le projet Young Avengers, comme sera porté au cinéma. Voilà. Et il le fait bien, il le fait le beaucoup fait mieux. très bien. Voilà. Il est bon. Donc Vert campé par officiel Dominique chez Sorn, Marvel, donc en tout cas personnage introduit dans Black Panther numéro 2 ok. et Deadpool 3 qui va rentrer en tournage en 2022. Enfin. Ryan Et Reynolds. surtout qui entre dans le MCU. Officiellement, cet voilà. épisode qui va intégrer le grand cirque du Ça y MCU. est. Voilà. Comment ils vont faire avec Cable et Thanos Ouais, bah, Excusez-moi. Ils peuvent en faire une vanne. ouais, c'est ça. Ouais. À mon avis, ils vont faire une C'est vanne. sûr. Ils peuvent en faire une non, vanne. mais Ouais, par contre, je l'ai pas la vanne là. C'est quoi là? c'est le même acteur. C'est Josh Oui, Brolin. Ah, c'est Josh Brolin. Ah bah oui. Tu as vu les films Très bien. Sinon, ils foutent ça sous le coup du C'est multivers. ce que et j'allais puis dire. c'est bon, Ils ont hein. une solution magique maintenant. C'est C'est de la faute de Kang. Hop, Ouais, voilà. c'est vrai. Sinon, Hollywood n'a visiblement pas fini avec les suites et les franchises. Tout à fait, bah, déjà dans tout ce que je viens de citer avant. Mais Sinon, cet été, qu'est-ce qu'on a eu comme info? Le titre de Matrix 4, ce sera The Matrix Resurrections. Ah, ça, Ceci est c'est une fausse affiche, elle a tourné Ouais. partout, ce n'est pas l'affiche du film, même si elle est très classe. C'est une Voilà, fanart. c'est très Ouais. John Wick, Cyberpunk, tout ça. Mais donc en tout cas, le titre officiel, c'est bien Matrix Resurrections, et des premières images ont été montrées aussi au CinemaCon, et visiblement, c'est assez intriguant. Voilà, c'est des Ah choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas. C'est visiblement, ça commence par une séance de psychiatrie de Neo qui dit « Je crois que je deviens fou et j'ai l'impression d'être dans la matrice » avec un psy. Ah. Ok. Donc visiblement, c'est très étonnant. Repartir Ok. de 3, ça va être Voilà. compliqué. Sinon, un Predator a été tourné en secret. Mais non. Mais oui, par Quoi Dan faire Trachtenberg qui a fait 10 Cloverfield Lane. Donc un Predator 5, le titre c'est Skull, comme le crâne, tout ça. Voilà. D'accord. Et ils annoncent un film à la Revenant. C'est-à-dire qui va plutôt sur les traces du premier Predator. du coup, ouais. C'est-à-dire un homme tout seul dans la jungle face à une bestiole. ça, Et on comment aime. tu comment Pas tu t'en mal, sors ouais. Bien, ça, c'est bien. Ok. Voilà. C'est bien. Donc, en tout cas, il revient aux racines du truc. Et visiblement, c'est un film assez surprenant. Les producteurs y croient beaucoup. Le choix du RAL est pas Ouais. mal. Et le choix du réel est pas On mal. sait qui joue dedans ou- Non, on sait rien du tout. D'accord. Si ce n'est qu'il est quasi tourné. fou, Ouais, c'est fou. Hein. Expandables 4, spin-off confirmé, Oh, putain. suite spin-off qui sera centré sur le Pourquoi personnage de Jason Statham, alias Christmas.
était peut-être le seul personnage à peu près réussi. C'est Jason, on adore Jason. Mais le rejoindront au casting Megan Fox, 50 Cent et Tony Jaa. Tony Jaa, ils sont allés le rechercher. J'ai commencé pour Tony Jaa, mais il s'est perdu avec ses éléphants. Non mais tu vois, au début, il est incroyable. Non mais l'odeur du dragon, l'odeur de l'éléphant, il saute. Pourtant, Tony Jaa, attention, Hong Bak. L'expert du coup de genou. Attends. Ouais, Tony Jaa, oh la vache. Et il y aura toujours Schwarzy, Stallone. Non, pour l'instant, Stallone oui, et je crois que Dolph Lundgren revient, et les autres c'est passé. Comme c'est vraiment c'est centré sur je crois l'avant Expandables de Christmas. Okay. Et visiblement, selon ce que disait Stallone, Jason Statham est très impliqué, il croit beaucoup. Okay. Il y a tout le monde là, il manque plus personne là. Mais du fait que t'as rapatrié Tony Jaa, il manquerait qui? Belmondo, mais c'est trop tard. Du coup, je sais pas s'il aurait été. Dacascos? Non, il est déjà dedans, je sais plus, non. Dacascos, il était pas. Il manque Dacascos du coup. Steven Seagal? Steven, il a du mal à bouger. Hein. Ouais, mais il fait de l'aïkido comme ça. Tu vois. C'est quoi Je le fais bien. Aikido. Parce que lui, il fait de l'aïkido comme ça. Ah oui, c'est ça. Ouais. Lui, c'est les bouts sont très. Il bouge le tronc comme ça, tu vois. Très mobile un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme suite? Hunger Games, début du tournage pour le préquel. Pourquoi sur le président Snow qui était joué par Donald Sutherland. Comment et ce sera Kiefer Sutherland? Pas sûr, mais non parce que ça sera lui à ses 18 ans et comment en fait il a été dans la même position que Katniss et comment il est devenu une enflure. Donald c'est la classe. Donc je sais pas si ce sera bien. Alors, plus surprenant, l'Exorciste. 3 suites en préparation. Mais non. Et en fait, ils vont faire comme Halloween, puisque c'est le même réal et le même prod. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, l'Exorciste 2, 3 n'ont pas existé. On va inventer nos propres suites à partir de l'Exorciste. Il faut pas faire ça. Le multivers. Voilà, exactement. Et avec Ellen Burstyn qui joue la maman qui revient. Accepte de revenir. Oh mon Dieu. Étrange comme projet. Voilà, donc 3 suites pour l'Exorciste. Il y aura le Tesseract aussi dedans. Je ne sais pas. Waterworld. Non, avec Kevin, un film que j'aime beaucoup, une série qui va reprendre l'univers et surtout qui va être une vraie suite puisque ça va se passer 20 ans après Waterworld. Et ce sera toujours tourné dans une piscine qui est Ne parle pas mal de Waterworld. En vrai, pourquoi pas? De tout ce que tu as annoncé, c'est le seul truc qui, je me dis... Pourquoi pas? C'est un bel univers à creuser, Waterworld. Non, mais on a changé de news. Non, moi je suis pas sur l'exorciste. Ça me choque de toucher à ça. On est passé à possédé, redépossédé, c'est quoi cette histoire? Parce que Waterworld, les branchies derrière les oreilles. Ah ouais, et revoilà aujourd'hui, tu vois, mec. C'est incroyable. Autant la deuxième moitié est pas bien, mais la première moitié est incroyable. Tu peux pas défoncer Fury Road et encenser Waterworld, Johan. C'est ta crédibilité de rédacteur en chef. C'est tout seul, là. C'est pas faux. C'est pas faux. Je voulais pas. Non, mais c'est pas faux. Pas facile cette séquence. Il est temps que ça se termine. Waterworld, série télé donc. Série télé, 20 ans après, 30 ans après le film et 20 ans après l'histoire du film. Toujours dans les suites Chronicle, une suite. Ah, bien ça. Centrée sur des femmes. Ah, je sais. Ouais. Pourquoi pas, parce que le film avait plutôt bien plu. South Park, Paramount Plus commande 4 saisons et 14 films. 14 films 14 films. 14 films, pas 14 saisons. Non. 14 fois 4 saisons de plus et 14 unitaires South Park commandés aux auteurs de South Park. Mais genre un film comme le film? 14 fois sur grand écran, Norman. Ouais, c'est fou ça. Non mais c'est plus que fou, c'est que on dirait des projets Star Wars depuis le rachat quoi. C'est Kevin Feige qui est derrière ce projet. C'est possible. Après un film sur quand ils sont tous en super-héros comme dans le jeu vidéo, c'est rigolo quoi. Après, on peut se trouver sur un film centré sur un personnage à chaque fois. Ils sont capables. 14 films. Tu vas aller 14 fois au cinéma pour voir, je sais pas. 14 fois 2 heures à Norman. Je pense. 2 petites vidéos sympas pour terminer. Oui, pour terminer, c'est un peu en lien avec South Park, puisque un peu, on va dire l'héritier de South Park, c'est Rick et Morty. Un peu. Oh, c'est mieux Rick et Morty. Non, mais l'héritier dans le sens. C'est mieux. Je retire ça alors. Bon, en tout cas, c'est de l'animation. Voilà, je vais dire ça. Et ils ont un petit peu surpris puisque ils ont dévoilé une petite vidéo qui a fait plaisir à plein de fans. Il faut la regarder, ça dure 10 secondes. C'est trop bien. Morty. Well, oh. Oh, jeez. Il n'y a que ça. Voilà. Donc, meilleur moyen de faire la promo. Donc, Christopher Lloyd de Retour vers le futur que vous avez reconnu. Jaden Martell de ça. Notamment. Et je crois que depuis, Christopher Lloyd a retourné une autre petite vidéo. Et ça se passe, notamment, il y a une indication qui montre que c'est sur la réalité, en tout cas la Terre 132. Donc, ça laisse imaginer aux fans que peut-être qu'il y aurait un Rick et Morty live qui se préparerait peut-être. Ce serait trop bien. Ce qui est très marrant, c'est qu'effectivement, le personnage de Rick est un peu calqué sur Christopher Lloyd.
période Retour vers le futur. C'est la source d'inspiration, elle est un peu là. Et d'avoir le retour on boucle la boucle, quoi. C'est habile. C'est habile. Même s'il a pris un coup dans la gueule, quand même. Hein, bah oui, la vieillesse. Désolé. Désolé. Comment il balance ça. Mais non, mais t'as pas vu les. Mais si, c'est vrai. Il est sur les rails. Je m'excuse, je voulais pas dire ça. C'était maladroit, monsieur Delon. Non. Sera là si un avec nous. Prince de Bel-Air. Deuxième vidéo, vous montrez une petite vidéo avec un jeune homme qui s'appelle Jabari Banks et qui s'est connecté à en visio pour apprendre le résultat de son casting, puisqu'il a passé le casting du Prince de Bel-Air, et voilà ce que ça donne. What's up, man? What's up? Yo! What's up, Philly? What's up, Philly? What's up? Yeah, I'm good. It is an absolute pleasure to meet you, to be on with you, and from the deepest parts of my heart, I want to say congratulations to you. You have the role of Will on Bel-Air. Donc voilà le nouveau Prince de Bel-Air, c'est ce jeune homme qui s'appelle Jabari Banks, qu'on ne connaissait pas du tout, qui était étudiant. C'est très marrant, qui s'appelle Banks. Oui, c'est le nom de la famille. Exactement. Et ça sera donc Will Smith a été convaincu de lancer ça après avoir vu un court métrage qui rendait hommage au Prince de Bel-Air. Et en fait, ça aura une tonalité dramatique. Donc ça sera un Fresh Prince plutôt un peu plus sombre, et qui reparlera aussi de l'enfance d'un jeune homme qui s'appelle Will et qui vit sa vie à Philadelphie et comment il va changer d'univers et changer de famille. Une bonne gueule. Très bien. Oui. Jolie vue chez Will Smith. J'allais dire, beau jardin, belle vue. Baraque sympa. Ouais, ça va. Mais il faut imaginer quand même le gamin, on lui dit bon, connecte-toi, on va te donner le résultat de ton casting, tu te connectes et t'as Will Smith qui fait c'est bon, ça va, c'est pas mal. Ça change des rues Zoom. C'est clair. T'es là, c'est clair. C'est vrai que c'est pas mal. Prochaine réunion que je fais, je mets la vidéo de Will Smith à ma place. Yo, what's up, man? Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces news. C'est les news de l'été. Tout ce qu'il ne fallait pas rater. On enchaîne tout de suite avec le coup de projo. Et le coup de projo, c'est le petit moment sur lequel chacun et chacune va revenir sur quelque chose qu'il a vu dans ces derniers jours pour nous mettre en avant. C'est un coup de projecteur en quelque part sur une œuvre qui l'a marqué récemment. On commence par celui de Maximilien qui n'est pas avec nous parce qu'il est à Deauville et qui a un petit message pour nous. Le bosseur. Oh le Max. Salut à tous, voilà, qu'est-ce que vous êtes beau là en plateau, enfin j'imagine parce que forcément moi je n'y suis pas, vu que je suis donc actuellement au 47e Festival du cinéma américain de Deauville, et comme dirait Medro, c'est une édition un petit peu particulière cette année puisque le festival s'ouvre encore un peu plus au cinéma du monde entier, c'est-à-dire qu'on a des films français, on a des films de toute nationalité qui avaient été présentés au Festival de Cannes au mois de juillet notamment, mais bon, le gros du Festival du cinéma américain de Deauville, ça reste évidemment le cinéma américain, et on a eu quelques stars, on a eu Oliver Stone qui était là, on a eu Johnny Depp qui a fait souffler un vent de folie sur les planches de Deauville, c'était pendant le week-end, c'était il y a quelques jours, et puis après on a des avant-premières, on a eu Stillwater avec Matt Damon, on a un tout petit film qui a un peu besoin qu'on fasse parler de lui, qui s'appelle Dune de Denis Villeneuve, qui sera présenté en fin de festival. Et puis voilà, le gros morceau, ça reste quand même aussi la compétition, et là on a pas mal de films intéressants, on en reparlera évidemment en plateau au moment de leur sortie, mais notez déjà, il y a un film qui s'appelle La Proie du Nombre, qui est un drame horrifique avec Rebecca Hall. Il y a un film qui s'appelle Pig, dans lequel Nicolas Cage part à la recherche de son cochon truffier, c'est pas une blague, et en plus c'est un bon film qui est assez surprenant. Et puis on a un film qui s'appelle Pleasure, qui est vraiment pour moi le vraiment gros coup de cœur du festival, le choc aussi parce que c'est un film qui nous plonge dans les coulisses du milieu du cinéma pornographique aux États-Unis, et c'est vraiment un film qui est à la fois très remuant mais qui est passionnant. Voilà, on en reparlera très bientôt. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne fin d'émission. Bravo par avance à Johan pour sa victoire au jeu, et puis à très vite. Salut.
Il a chaud, lui, ou quoi Il est bon, c'est quoi il est bon. En même temps, il ne fait que dire la vérité. Voilà, tout ce qui est dit dans cette vidéo est vrai. Non, mais attends, mais quel faillot. Remets-moi Will Smith, putain. Il est en CDI, celui-là. Il revient en plateau la semaine prochaine. Il est beau. Et la fiche de Pleasure, moi j'ai pas vu le film, mais rien que la fiche avec la banane, waouh. Le film a l'air vraiment. Ça annonce un truc. Ça, il Pig. Il parle de Pig. C'est le retour de Nicolas Cage. Franchement, j'espère. Oui, il est jamais vraiment parti, tu sais. C'est vrai. Il était chez le coiffeur en fait. Ah oui, problème. Et juste, j'ai retrouvé, désolé pour tout à l'heure, mon inexactitude. Donc les Trois Mousquetaires, c'est Martin Bourboulon qui a fait Eiffel. D'accord. L'un des films décalés qui devait sortir en août, qui sortira en septembre. Il a fait Papa et Maman 1 et Papa et Maman 2 qui sont pour le coup pas trop dans le genre, mais Eiffel qui est un vrai grand film français épique. Et donc, après Papa et Maman c'était bien. Ah oui, non, c'était bien, mais c'était pas dans le même genre que. Ah oui, non, pas du tout. Mais c'est je veux dire, il fait des bons films du coup. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, mais merci pour la précision, Johan. Mégane, de ton côté, ton coup de cœur, c'est Germinal. Germinal, le film avec. Non. Non. Avec Renaud. C'est pas le film de Claude Berry. Non. D'accord. Non. C'est quoi? C'est une nouvelle adaptation de l'œuvre de Zola, justement, et c'est pas une adaptation en film, c'est une adaptation en série. Et en fait, c'est une série qui a été présentée en avant-première mondiale à Sérimania. C'est une coproduction franco-italienne qui a été donc produite par Salto, France Télé et La Rai. Donc ça a vraiment une vocation à avoir une rayonnance internationale avec cette série basée sur un classique de la littérature française. Donc elle est déjà disponible sur Salto, donc la plateforme Salto. Elle a remporté le prix du public au Festival Sérimania et c'est largement mérité. Elle sera bientôt diffusée sur France 2, normalement cet automne si tout se passe bien. C'est une série qui a été écrite par Julien Lilti, le frère de Thomas Lilti, qui a fait Hippocrate, la série. Donc Julien Lilti a lui aussi bossé en tant que scénariste sur Hippocrate, mais aussi sur Family Business. Et à la réalisation, c'est David Oureg, qui est le réalisateur de la série Scam, qui était sur France TV Slash, donc il connaît bien la maison France Télé. Et en fait, voilà, c'est vraiment une relecture moderne de l'œuvre de Zola. Et on suit toujours Étienne Lantier, dans les corons du nord de la France, et qui va être vraiment l'instigateur d'une grève à l'encontre de la Compagnie des Mines, qui va vraiment mettre un taquet aux mineurs des corons en baissant leur salaire et en dégradant encore plus leurs conditions de travail qui sont déjà extrêmement pénibles. Donc, pour ceux qui connaissent, qui ont lu Zola au collège ou au lycée, Germinal, ça ring a bell, ça nous parle. Et en fait, moi, j'ai vraiment adoré cette série parce que, au-delà de la relecture moderne qui en fait une œuvre beaucoup plus chorale. Alors, ok, Étienne Lantier est toujours central dans l'histoire, mais on laisse beaucoup plus de place aux personnages secondaires, aux personnages féminins aussi. Il retourne un peu, il bascule un peu les degrés de pouvoir entre les personnages masculins et féminins. Et puis aussi, c'est d'une beauté. C'est incroyable au niveau de la réalisation, des effets spéciaux, des décors, des costumes et de la musique. C'est vraiment un spectacle, mais franchement, les Américains, à côté, les Français, on n'a pas à rougir de cette production, bien au contraire. Là, on montre vraiment un vrai savoir-faire français et c'est prenant, c'est 6 épisodes. Et chaque fin d'épisode, on a envie de connaître la suite parce que c'est bien construit de manière sérielle avec des cliffhangers à la fin, etc. Et c'est super bien joué, on a un super casting, Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, là c'est Louis Pérez qui est un jeune talent de venir en France, Samy Bouagila, c'est un casting incroyable et c'est vraiment une série, j'ai été bluffée en fait, c'était une de mes grosses attentes au Festival Sérimania et j'ai vraiment pas été déçue, j'en ai pris plein la tronche et c'est vraiment d'une qualité folle, vraiment. C'était le coup de projo et le conseil de l'automne, peut-être de... Si je peux ajouter un truc, c'est que Mégane nous l'a conseillé quand elle était à Sérimania. Moi, du coup, j'ai regardé par curiosité, je l'ai dévoré en un week-end. Okay. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Et on a été à la place des collégiens ou des lycéens qui font « Putain, lire Germinal, Zola... Ouais. » Des fois, t'as pas envie. Et à la limite, regardez la série et ça vous mettra un pied justement dans la lecture du roman parce qu'on se rend compte à quel point le propos, t'as l'impression que ça parle d'aujourd'hui. Ouais. C'est assez incroyable. Et donc, quand Mégane disait relecture moderne, c'est pas que ça se passe dans un monde moderne, ça se passe toujours dans les corons et dans les mines de charbon et à l'époque de là où Zola l'a écrite, mais par contre, le propos est incroyablement actuel et la manière dont il a traité le sujet en fait un truc très actuel et c'est très très bien. Envie, franchement. Germinal, donc, disponible sur Salto, bientôt sur France Télévisions. Merci beaucoup, Mégane, pour ce coup de projo. Nanix, de ton côté, tu vas nous parler de Empire. Je veux parler d'Empire, série que j'avais vue en 2015 lors de mon avant-dernier séjour chez moi.
en Guadeloupe, donc je tombe sur cette série tard le soir, je sais quoi ce truc-là, c'est absolument incroyable, et c'est arrivé en intégralité sur Disney+, quel bonheur, j'ai pu me replonger là-dedans. Alors, d'Empire, on suit les aventures de Lucius Lyon qui est joué par Terrence Howard, souvenez-vous, c'était celui qui aurait dû être dans l'univers du MCU, War Machine. Sauf qu'il s'est fait un peu kick après Iron Man, parce que pour des questions de sous, de cachet et de melonite. Donc il joue le rôle de Lucius Lyon, qui est en gros un jeune du ghetto qui a réussi. Il est devenu rappeur, entrepreneur. Il a montré son propre label qui s'appelle Empire Entertainment. Quand la série démarre, il veut lancer justement son empire en bourse. Et il a trois fils qui s'appellent respectivement Jamal, qui est un chanteur de plus de R&B, on va dire ça comme ça. Hakim, qui est vraiment le rappeur un petit peu à la dure. Et André, qui a pas de talent de chanson, par contre, qui est dans les affaires, qui est a priori le successeur désigné de son père. Lucius Lyon, la série démarre, on se rend compte, on lui diagnostique une maladie incurable, la maladie de Charcot. Et donc du coup, un peu piégé, il se rend compte qu'il a plus que potentiellement 3 ans à vivre. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je lègue mon royaume, mon empire à l'un de mes fils, mais aucun des 3 ne lui paraît être capable de prendre la succession. Donc on peut se dire, ah ça va, la série elle part sur un rail et pas plus. Sauf que Lucius, il a pas eu ses enfants tout seul, il est avec une femme qui s'appelle Cookie, elle a passé 17 ans derrière les barreaux pour lui, parce qu'en fait il faisait du trafic de drogue, il aurait dû tomber, c'est elle qui tombe à sa place, et lorsqu'elle sort de prison, elle ce qu'elle veut déjà c'est un peu se venger de son mari qui a divorcé pendant ses années au trou, etc. Et puis récupérer la moitié de l'Empire, parce qu'elle a fondé Empire avec lui. Alors du coup, cette série qui paraît être juste une histoire de famille, il se passe énormément de choses, c'est sombre, c'est sale, il y a des meurtres, il y a des trahisons, il y a des bébés illégitimes, il y a de tout. Et surtout, ce qui est bien, déjà, c'est qu'elle est produite par Timbaland, cette série. Et ça, rien qu'à la sonorité, on l'entend. Le son est incroyable. Tous les acteurs, sauf André qui ne chante pas, tous sont des chanteurs. Ils ont tous une carrière dans la chanson sortie des albums, il faut le savoir. Et en plus, on a des guests de fou. On voit du Mary J. Blige, on voit du Exhibit, on voit notamment Alicia Keys qui ne joue pas son rôle. Par contre, sa mère joue dans le même épisode qu'elle et sa mère joue le rôle de sa manageuse. Enfin, c'est juste énorme en fait. Donc en vrai, la série a une vraie... Et Timbaland aussi apparaît d'ailleurs dans la série. Donc au niveau des musiques, c'est top. Au niveau de l'univers, c'est génial. Moi, j'ai découvert en VF... que c'est dur. Ça passe, mais vraiment sur cette... en fait, surtout Cookie. Ouais, Cookie en français, c'est pas possible, quoi. Ah, salut, yo, tu touches pas à mon fils, non, je te mets une balle, c'est pas possible. 6 saisons, 102 épisodes. Il y a ce côté... Alors, moi, au moment où je vous parle, je n'ai pas vu l'intégralité de la série. Je suis en train de la finir. Il y a un petit côté assez répétitif dans les emmerdes que cette famille elle arrive à produire, mais en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est assez subtil. C'est le genre de série, tu te dis au départ... Ça va pas aller très loin et c'est plutôt cool, assez profond et surtout ça montre bien les dérives entre finalement une maison de disques, une autre, les coups bas qu'il peut y avoir. C'est un peu exagéré, en même temps c'est les Américains, mais c'est plutôt top, donc je vous conseille. Empire, 6 saisons, 102 épisodes sur Disney+. Ouais, je suis disponible sur Disney+. Tout est dit, merci beaucoup mon ami Nanix. Genius. Oh, alors moi, quelque chose de léger. Je me suis régalé aujourd'hui. Alors bon, Bac Nord, on en a parlé, je l'ai vu avant-hier. On parlera pas en coup de projo. Du coup, je me suis regardé quoi sur Netflix? Qu'est-ce que je vois? Le remake de Elle est trop bien. Oh là là. Alors là, j'ai pas osé le voir. Les amis, qui a vu Elle est trop bien? Le film sorti en 99, Freddie Prinze Jr. Avec Rachel Leigh Cook, musique magnifique, une des plus romantiques pour moi, Kiss Me, que j'aime beaucoup, franchement. Par contre, sur quoi je suis tombé ici? Ouais. Alors, sans faire le vieux con, on est dans le 2021. Déjà, en acteur. Là, c'est pas le casting à la Supernova. C'est pas des acteurs en fait. Voilà, ils ont pris. Il est dans Cobra Kai, le gamin. Tanner Buchanan, c'est Cobra Kai. Oui, c'est le gamin de Cobra Kai. Tanner Buchanan, j'aime assez, c'est cool. Ils ont pris... Je l'aime assez. Je l'aime assez, il m'a dit, tu masses bien. Merci. Je l'aime assez. Je l'aime assez. Il l'aime assez, mais il l'a massé aussi. Du coup, Ils ont pris Addison Rae, qui est une très très grosse TikTokeuse qui cartonne, qui a plus de 80 millions de followers. Donc voilà, c'est peut-être une grande sur TikTok, mais par contre... c'est pas Sarah Bernard, quoi. On est vraiment loin de, tu vois. Et évidemment, ils remettent dans le contexte actuel 2021, c'est une grande Instagrammeuse, une blogueuse qui fait des vidéos YouTube sur la mode. Et comme le pitch de base, évidemment, que j'adorais, le but, c'est de prendre la personne la moins populaire du lycée
et l'a transformée en Queen Prom, la reine du bal évidemment. Du coup là, c'est pas une femme, mais c'est elle, l'héroïne du film, qui va prendre le mec le moins populaire du lycée, le plus mal fagoté, le plus moche entre parenthèses. Alors qu'on sait très bien, il a un bonnet, les cheveux longs, tu lui coupes les cheveux, le mec il est juste ultra beau gosse, hein, comme dans les versions. C'est vrai tu retires le chien aux lunettes, la fille elle est magnifique. C'est vrai qu'en termes de crade, il est vraiment pas crade le héros. Il est rien crade du tout, le mec il est beau gosse. Donc j'avais ça, je me dis, moi j'adorais le film, c'est un film cucu, mais c'est un film culte, elle est trop bien. Sauf que là, mon Dieu, c'est mal joué, c'est encore plus clichose, c'est chiant. Franchement, c'est souvent mais ridicule de chez ridicule. Franchement, il n'y a pas un moment où je me suis dit « Ah tiens, c'est sympathique, c'est marrant, tu t'attends à tout. » Même si tu t'attends, tu te dis « Je vais prendre du plaisir. » Franchement, je me suis ennuyé du début à la fin. Tu vas me dire on s'y attendait. Mais j'espérais quand même. Mais Norman, quand tu lances, tu sais, sur Netflix, tu as cette fonctionnalité. Tu sais, quand tu mets le synopsis, il y a la bande-annonce qui se lance. Tu vois un extrait. Elle est trop bien. Mais quand tu vois l'extrait, tu sais que c'est pas bon, quoi. Écoute, tu vois non, mais je me suis dit, tu vois, je me suis dit, c'est sur Netflix, je vais le regarder, machin. C'est pas bon. C'est juste pas bon, voilà. Mais à revoir le film, elle est trop bien, qui est aussi sur Netflix. Le classique de 99 avec Freddie Prinze Jr. Le coup de Rachel Lee Cook. Et Rachel Lee Cook, évidemment, qui joue la mère d'Addison Rae dedans. Qui est toujours magnifique, qui est toujours très très bien. C'est le seul bon point. C'est le seul coup de projecteur, c'est aussi pour vous empêcher de perdre du temps. Je vous invite. Notre bêta-testeur, là, c'est pour sinon, il y a le recul de Netflix, du coup. Il est trop bien. Johan, merci beaucoup, Genius. C'est un plaisir. Johan, de ton côté. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre. Quand on a préparé, notre ami Paul en régie, que je salue, m'a dit qu'est-ce que c'est que ce coup de projo ? Je ne comprends pas le rapport dans tout ce que tu as sourcé. Vous allez comprendre. Pour la première fois de ma vie, je vais parler ici de BFM. Pourquoi fait-il ça ? Parce que cet été, BFM a publié une série de papiers sur les coulisses des comédies foirées en France. Très intéressant. Par Jérôme Lachasse, qui ne l'a pas tiré. Oh non, non. Je devais faire cette. Non, j'étais bien jusque-là. Bref, il a fait 11 papiers. T'as de la chance, on n'est pas en direct. C'était un papier par jour. Sur des comédies bancales ou franchement ratées. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ce n'était pas des papiers critiques, c'est que c'est des papiers où il est allé retrouver les gens qui ont fabriqué ces films et qui, une fois passé les années de pro, enfin, maintenant il y a prescription, ils peuvent dire concrètement ce qui s'est passé. Et donc c'est super intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc en fait, il traite notamment Astérix aux Jeux Olympiques. Où il allait à la rencontre aussi bien du réal que de Thomas Langman, que des techniciens qui parfois restent anonymes et qui disent pourquoi le truc est parti en vrille. On apprend notamment au détour du papier que Stephen Chow devait jouer dans le film un personnage qui s'appelait Shaolin Soccerus. Étonnant. Ou que Alain Delon conclut le film, alors que normalement un film Astérix ça se termine autour du banquet, parce que par contrat, Delon a dit je veux être le dernier à apparaître à l'écran. Oh là là. C'est quand même un truc qui existait dans les années 50, ça n'existe plus. Delon plus fort que la BD. Donc, voilà, ça fait partie des quelques petits trucs qu'on apprend. Sur les Bronzés 3, très intéressant aussi, et avec Patrice Lecomte qui revient sur la gestation et sur toutes les pistes qu'ils avaient pour faire un éventuel Bronzé 4, donc c'est intéressant, lisez-le aussi. Plus jamais. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, où on apprend pourquoi le film est un rein de naufrage total, pas forcément à cause que de Jamel, puisque lui il voulait pas réaliser le film, en gros on lui a dit si tu le réalises. Sauf que le gars n'est pas réalisateur de films d'animation. Ouais. Et quand tu es réalisateur de films d'animation, il faut être là tout le temps. Et lui, il venait une fois tous les 3 mois parce qu'il a d'autres trucs à faire. Et donc, en fait, ça explique pourquoi le film est un ratage complet. Cinéman, bon, on va pas revenir dessus, mais en tout cas, on a les coulisses de Cinéman. On a les coulisses de Turf, de Fabien Antoniente, qui revient sur le film et pourquoi ça n'a pas marché. Et on a aussi les Gaou. Vous vous souvenez des Gaou c'est ça. Les Gaou, c'est avec Marie Galante. Oh la vache, Marie Galante et Richard Boranger. Les coulisses d'un film qui a fait 12 entrées qui s'appelle Foon, F-O-O-N, qui est une sorte de parodie de Grise et fait par le groupe comique Les Quiches. Qui est totalement incompris. Et l'actrice de Seconde Chance. Que du casting XXL. Ils sont revenus, ils ont rencontré Carl Zero pour le Tron. Il est revenu sur pourquoi le Tron n'a pas marché. À une époque, on lui dit fais ce que tu veux, Carl, c'est l'esprit canal, ça va marcher. Puis le film s'est complètement perdu dans les limbes. Avec Michel Hazanavicius, ils sont revenus sur le film Mes Amis, qui est son premier film. Voilà, on le connaît pour après tout ce qu'il a fait par la suite, mais on ne connaît pas forcément bien ce film-là. Bad Buzz. Voilà, ils ont rencontré tous les gens qui ont bossé avec Eric et Quentin et pourquoi il ne fallait pas faire ce film. Et pour terminer, le film Mes Copines, qui est depuis quasiment introuvable. Sympa, ça. Que Léa Seydoux renie complètement. Voilà. Et en fait, donc, on a les coulisses de ces 11 films et c'est passionnant. Elle peut dire qu'elle n'aime pas le Seigneur des Anneaux et là, c'était sympa. Mais non, mais ça me rappelle des souvenirs. Ça faisait partie des cassettes vidéo que je jouais au vidéoclub avec mes copines, justement. Voilà. Quel tempérament, un objectif, zéro tabou. Le déroulé. Voilà, on comprend mieux le déroulé. Donc, vous pouvez taper sur Google, vous allez chercher
cherchez, parce que c'est dur à trouver sur le site de BFM, et vous tapez BFM Histoire secrète comédie française, et vous retrouverez tous les épisodes. Et sinon, pour parler d'un film culte américain, j'ai regardé l'épisode sur Jurassic Park, The Movie That Made Us. Ah ouais. Donc c'est passionnant, la deuxième saison, il y a Forrest Gump, Pretty Woman, Jurassic Park, et j'en oublie un, je sais plus lequel, Retour vers le futur. Ouais. Et sur l'épisode de Jurassic Park, je pensais tout connaître, parce que c'est un de mes films cultes. Incroyable. Et j'ai appris un truc. Le mec qui fait des effets spéciaux là. Le mec qui fait des effets spéciaux, C'est complètement fou. incroyable cette histoire. Un gars qui s'appelle Steven Williams. On lui dit, donc il bosse chez ILM, on lui dit tu es embauché pour rajouter du flou dans la stop motion, parce qu'on va faire les dinosaures en stop motion avec le plus grand stop motion designer du monde qui s'appelle Phil Tippett, qui a bossé sur Star Wars et plein de trucs. Ça sera donc avec des marionnettes, et toi tu rajoutes du flou pour donner de la crédibilité. Et lui il fait, je pense qu'on peut faire un dinosaure en image de synthèse. Et son patron lui fait, non, tu ne fais pas ça. Non. Il fait, si, mais en fait je pense qu'on va le faire, du coup je vais le faire dans mon coin. Et donc pendant plusieurs mois il fabrique un T-Rex en image de synthèse, donc il modélise les os et tout. Et puis quand il a un truc à peu près fiable, le jour où Kathleen Kennedy, donc la productrice, doit venir chez ILM, il fait en sorte de bouger son bureau, de mettre son écran dans le sens de la porte et de faire play avec une boucle. Et en fait, elle rentre, elle fait « Waouh, c'est quoi ça ?» Malin. Et là, il y a son patron qui est obligé de dire « C'est un truc sur lequel on travaille. » Et elle fait « Bah voilà, c'est ça qu'on veut. » Et donc le gars a changé l'histoire du cinéma par un espèce de coup de poker. C'est fabuleux. Et après, il a sorti donc la version finalisée qu'on voit là, qui est une espèce de plan de 5 secondes où le T-Rex marche dans la pampa. Et ils l'ont montré à Spielberg, et Spielberg est devenu ouf, et a dit « Ok, l'avenir c'est ça, et on arrête toute la stop motion. » Sur cette diffusion, il y avait apparemment Spielberg, Lucas, Kennedy, Phil Tippett, ce mec-là, c'est juste... Et donc, non, il n'était pas lui. Voilà, et selon les rumeurs, George Lucas aurait pleuré en voyant le truc. Et surtout, ils disent à Phil Tippett, on arrête la stop motion. Et lui, à ce moment-là, dit, je crois que mon métier s'est éteint. Et Spielberg lui a fait très bonne réplique, je vais la remettre dans le film. Et du coup, il y a un moment dans le film où il y a Alan Grant, quand il visite la première fois Jurassic Park, et il dit, je crois que mon métier s'est éteint. Et en fait, c'est piqué d'un vrai truc qui s'est passé dans les coulisses. C'est bon ça. Cette histoire est dingue. Sauf que Phil Tippett, finalement, ils ont besoin de ses compétences en animation pour faire les animations en images de synthèse après. Donc finalement, ça se nourrit, les deux se nourrissent. Il était bien amer. Mais en tout cas, de savoir qu'un mec, par un coup de poker, a changé définitivement l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que le gars, à ce moment-là, invente la CGI. En tout cas, et le gars, on ne le connaît pas. Et il dit, je me suis fait virer 3 fois et réembaucher 3 fois. Et ce mec-là a changé l'histoire du cinéma. Quand on le regarde, en plus, on dirait vraiment... c'est un gars qui vient du Hellfest. Hein, il est en short, il fait des... c'est ça, il a limite une iroquoise. Et ce genre d'anecdote, tu t'apprends aussi sur les autres films? Moins fort, mais celle-là, j'ai été halluciné parce que c'était une histoire que je connaissais pas. Non, mais c'est une très belle série Netflix. Ça t'apprend beaucoup de choses, honnêtement. Et c'est sorti, ça sort? C'est la saison 2 qui est sortie en cours du mois d'août. Il y a 4 épisodes par saison. C'est vachement bien. Et celui sur Forrest Gump est super bien aussi. J'ai pas vu, j'ai regardé Pretty Woman. Celui sur les films et celui sur les jouets aussi. Oui. Et les jouets notamment, je t'invite à regarder celui sur les Transformers. Sur l'histoire des jouets, les Transformers, mon pote, c'est quelque chose. T'apprends des choses, honnêtement. Mal. 17h26, on a juste 26 minutes de retard, mais tout va bien. On revient sur le bilan de l'été au ciné. C'est le moment du Ça parle. Le bilan de l'été au cinéma, Johan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur de manière macro, juste avant, parce que j'ai sauté une ligne. Il y a un sondage. Voilà, il y a un sondage. Puisque pour vous, le meilleur film pop de l'été, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Kaamelott? Est-ce que c'est OSS 3? Est-ce que c'est Free Guy? Est-ce que c'est Jungle Cruise? Ou est-ce que c'est The Suicide Squad? Suicide Squad. Voilà, donc n'hésitez pas à voter derrière votre écran pour nous dire le film pop que vous avez préféré cet été. Nous aussi, on peut voter. On peut voter, on peut se faire un tour de table, mais après les résultats, pour pas influencer, bien évidemment. Et donc, avant d'échanger sur ces quelques films, un petit bilan macro, peut-être, mon ami Yoann. Tout à fait. Donc, dire qu'il y a eu 15 millions d'entrées au mois de juillet, ce qui était en baisse par rapport à 2019, mais plutôt pas trop mal. Et par contre, 10 millions en août, puisque impacté notamment par le pass sanitaire. Oui. Et qui a été mis en place à partir du 21 juillet et la sortie de Kaamelott. Et donc la FNCF et les professionnels estiment que la perte est à 7 millions d'entrées, donc moins 60, et notamment moins 60% à partir de la mise en place du pass sanitaire. Donc ça, c'est le premier truc. Donc est-ce que le pass sanitaire est seul en cause ou pas? Après, je pense que ça mériterait presque un débat, une discussion, puisque certains disent l'offre n'était pas au rendez-vous, peut-être que le cinéma est trop cher.
Peut-être que les usages ont changé totalement, peut-être que les gens sont partis en vacances. Voilà, donc, mais en tout cas, les professionnels ont senti un avant et après pass sanitaire de manière assez concrète. Et sinon, l'autre fait assez notable, c'est que le top 10, un peu comme aux États-Unis et un peu ce que prophétisaient Spielberg et George Lucas à l'époque, on en parle souvent quand ils annonçaient que les gens ne se déplaceraient plus que pour les grosses franchises, le top 10 est occupé par des franchises, c'est-à-dire Kaamelott, Fast and Furious 9, Conjuring 3, Black Widow, OSS 117, Les Croods 2, La Patte Patrouille, Pierre Lapin 2. Et donc ça c'est le top 10 de l'été au cinéma. C'est mignon. Donc globalement, ça montre que faire une franchise, finalement, ça rapporte. Et les seuls films un peu originaux, notamment aux US, il n'y a eu que 2 films originaux sur tout l'été. Et encore, quand on dit originaux, ils s'inspirent quand même de beaucoup de choses qu'on a déjà vues. C'est Free Guy et Réminiscence. C'est quand même pas les films les plus originaux du lot. Et en France, il y a eu évidemment, puisqu'on est une terre de cinéma, beaucoup plus de films qui viennent un peu d'un peu partout et qui ne sont pas forcément issus de franchises. On pense à Bac Nord dont tu parlais. Ouais. Mais ça a quand même été un été placé sous le signe des franchises. Incroyable. Il cartonne. Voilà. Merci beaucoup, Yoann, pour cette introduction. Alors, bravo. Petit résultat. C'est Kaamelott qui vient à 46%, suivi de Suicide Squad à 27%, puis c'est Free Guy, OSS et Jungle Cruise. Il a combien d'entrées, Kaamelott? Il a dépassé 2 millions là. Il a 2,5 millions. Ça, c'est beau, hein. Ouais. C'est très beau. Et parmi les deux petits faits que j'ai oubliés, le premier c'est quelques succès indés. Il y a eu Onoda et La Loi de Téhéran notamment qui ont réussi à sortir la épingle du jeu. Onoda, faut que je vois. Et une catastrophe industrielle pour les comédies françaises. Mystère à Saint-Tropez, C'est la vie, Attention au départ, Fantasme, qui sont en dessous des 200 000 entrées à chaque fois. Si ça pouvait... Et là on se rend compte qu'il y a une espèce de rouleau compresseur qui dit on veut plus trop voir des films comme ça. Le dégagisme, c'est là qu'il faut le faire. Ouais, et sachant que là la question du pass sanitaire ne rentre pas trop en jeu puisque c'est plutôt des films pour un public senior et les seniors font partie des premières personnes qui ont été vaccinées. Donc, potentiellement, c'est peut-être que les gens ne veulent plus voir ces films. Non, mais il était temps, ça va être un renouveau de la comédie française, ce serait bien. Yoann, j'ai une question dans le chat. C'est quoi un film pop pour toi ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse à cette question. non, mais c'est un film qui rentre dans la pop culture. C'est que tout le monde peut aller voir. Voilà, non, mais qui coche les cases de la pop culture. C'est-à-dire, franchise, super-héros, action... un peu là-dedans, geek, anciennement ce qu'on appelait les geeks, maintenant ça s'appelle les pop, quoi. Ouais. Cinéma grand public référencé. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Dans lequel tu peux te retrouver. Professionnel. Bon alors autour de table de tout ça, lequel vous a le plus parlé ? The Suicide Squad. The Suicide Squad pour Mégane. Yoann. J'ai toujours pas réussi à me décider. J'ai compris. J'y pense depuis plusieurs jours et j'arrive pas à me décider. Il va falloir là. Si je le dis vite, je peux en dire 2 ? Oui, mais alors vite. Free Guy, Suicide Squad. Moins vite qu'on comprenne quand même. Free Guy et The Suicide Squad. C'était trop dur d'aller dans le temps. 1 point pour Free Guy, 2 points pour Suicide Squad. J'en ai vu aucun. T'en as vu aucun ? Mais que t'aimerais voir lequel ? Alors, pas OSS, ça c'est sûr. Kaamelott moyen. Free Guy. Free Guy 2. Je suis curieux. 2-2. Et Suicide Squad, il y a le requin quand même. Et au final, donc j'ai du mal à me décider parce que j'ai l'impression d'avoir vu que des trucs que j'avais déjà vu un peu partout. Et ça veut pas dire que c'est mauvais, mais il faut dire autre chose que Jungle Cruise. Mais en même temps, j'ai eu l'impression de voir vraiment tout seul, un reboot de La Momie mêlé à Jumanji. Voilà. Mais c'était pas naze. Mais dans tout ce que j'ai vu, à chaque fois, je me suis dit tiens, ça je l'ai déjà vu quelque part. J'ai rien vu de vraiment original. Et Free Guy est bien ou pas bien alors ? Si, c'est bien. J'ai pas eu le temps de le voir. On peut en parler un petit peu. On peut en parler un petit peu sur ces films-là. Votre avis tous et toutes. Moi, je sais pas si on peut dire l'une des déceptions, c'était Kaamelott. On en a longuement parlé et tout ça. Avant, je suis un énorme fan. Kaamelott tourne en boucle chez moi. Dès qu'on sait pas quoi regarder, on s'endort sur Kaamelott chez moi. Donc vraiment, je suis fan. Et j'ai trouvé que non pas que le film soit un mauvais film ni rien, mais c'est que le médium cinéma n'est pas adapté à ce que ça veut raconter. Ou peut-être que toutes les casquettes, ils pouvaient laisser celle-là à un réalisateur. Et... Ça, après, je sais pas, parce qu'il y a quand même des très belles images. Le début dans le désert, c'est très Star Warsien. La musique est sublime. C'est lui qui l'a composé. Le sens du dialogue est toujours là. Mais je trouve qu'il manque des bouts de film. Des fois, il y a des bouts de film qui sont là dont j'ai pas besoin. Je pense au jeu de Perceval, qu'on voit en intégralité. Ça bouffe 5 minutes de film. Et du coup, en fait, j'ai perdu ce qui, pour moi, faisait l'essence de Kaamelott, c'est-à-dire le hors-champ. Moi, le Kaamelott, c'est l'art du hors-champ. Et donc là, de voir soit les jeux de Perceval, soit les batailles, en fait, pour moi, c'était plus Kaamelott. Et à l'inverse, il y avait des ellipses qu'il n'y a même pas dans la série. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a des personnages qui disparaissent carrément. Je ne sais pas si on peut... maintenant, ici, il y a prescription depuis cette semaine, mais le personnage d'Alain Chabat disparaît d'un plan sur l'autre. Et tu ne le revois pas du film. Et tu comprends pas. Et à un moment, il y a les retrouvailles entre Astier et Léo Dagan. Il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'en fait, il fait « Bonjour, je suis revenu à sa femme », plan d'après, ils sont en train de manger avec Léo Dagan. Alors que les retrouvailles entre Astier et entre Léo Dagan et son beau-fils, parce qu'ils s'aiment et ils se détestent les deux, tu voulais les voir, les retrouvailles. Et en fait, il manque plein de bouts comme ça,
Et je me suis dit, soit il n'a pas assez de temps pour raconter cette histoire, soit le cinéma n'est pas adapté à ça, quoi. Donc moi, je suis resté vraiment sur ma faim sur Kaamelott. Mégane, un avis sur Kaamelott? Non. C'est fait. Incroyable. Pardon. Sur 20, Mais non, mais très je suis bien. vraiment la mauvaise personne à qui demander ça. Je fais le tour. je n'aime pas pareil, Kaamelott. Là, tu l'as pas Désolée. vu. Je l'ai pas vu, je le verrai pas. Tu l'as pas vu, tu le verras pas. Moi, j'ai été content de retrouver des personnages, d'en découvrir d'autres. J'ai été content d'avoir la suite de l'histoire, mais je suis resté sur ma faim totalement en termes de mise en scène. C'est-à-dire que je trouve que toutes les phases un peu d'action, effectivement, sont pas bien mises en avant, sont escampées, voilà, donc je fais plutôt partie des déçus. Et genre, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien j'aime bien la série en général. C'est un bon 14 chez moi, tu vois. Voilà. Et là, sur le film, ouais, voilà, je trouve qu'il y a des personnages pas assez exploités, d'autres qui occupent trop de temps à l'écran pour pas grand-chose. Ouais, il y a un déséquilibre en tout cas, et des accomplissements un peu trop rapides aussi. Voilà, si je dis sans spoil, c'est pas mal. La bonne cam. Non, tout à fait. C'est là, c'est quand même étrange ce que je vais dire, mais j'ai été plus touché par le duo Arthur-Guenièvre que par les retrouvailles Caradoc-Perceval. Oui, tout à fait. Et alors que je pensais pas que ça voilà. Mais c'est bien réussi. Arthur Guenièvre, c'est un des éléments du film qui est plutôt bien réussi. Ouais. Surtout quand on sait pourquoi, quand, comment, quand on a tout suivi. Mais du coup, ok. Autre film qui a déçu pas mal, OSS 117-3. Tout à fait. Il n'y a pas une personne qui me dit que c'est pas horrible, quoi. Moi, quand je l'ai vu, parce qu'on est toujours adepte des bons mots, qu'est-ce que j'ai dit à mes collègues? J'ai dit les deux premiers étaient au service de la France, celui-là au service du Rance. Oh, J'ai trouvé ça, c'est beau. Alors là, non, mais j'ai trouvé ça. Un crédit de 10 blagues pourries. Le personnage d'OSS 117, malgré tous les défauts qu'il y avait dans les autres, c'est-à-dire le mec qui met les pieds dans le plat à chaque fois. Il représente une France qui n'existe plus, mais il avait un côté hyper attachant, hyper bon enfant. Et dans ce film-là, il est détestable du début à la fin du film. Et ça s'accélère même. Et notamment ce qu'il fait à la fin du film, pour des gens qui ne l'ont pas encore vu. Et en fait, c'est plus OSS 117, c'est autre chose. Non, c'est un immonde de connard. Ouais, c'est un immonde de connard, mais c'est pas le Hubert Bonisseur de la Batte que j'aime bien, ça. Ouais, c'est Nicolas Bedos. Et du coup, mais en même temps, c'est écrit par Jean-François. Oui, mais à mon avis, vu l'ego qu'il a, il a dû bien pousser sur certains dialogues, sur certains trucs. Enfin, ça sent Nicolas Bedos, en fait. C'est rance. C'est rance. Il y a notre ami Ted, hein. Il y a notre ami Ted dedans. Il y a Ted qui joue dedans, ouais, effectivement. Il joue au début. On le voit beaucoup ou pas? Non, il fait une petite apparition au début. Ouais. Ça, on peut le spoiler parce que c'est les premières 10 minutes du film, mais en gros, OSS vieillissant est envoyé dans les sous-sols pour faire de la maintenance informatique. La maintenance informatique, là où l'ordinateur commence à arriver, tu vois, pour numériser tous les dossiers, etc. Et il se prend au jeu, et comme il est quand même très doué dans ce qu'il fait en général, il apprend le codage en C++, en machin, en basique, etc. Et il y a au début des informaticiens qui viennent se foutre de sa gueule. Il joue l'un des informaticiens nerds qui vient se foutre de l'espion. Oui, je verrai ça. Je partirai. Mais voilà. Tu regardes 10 minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé cette idée de remettre les décors et l'ambiance Au service de la France, la série, qui est aussi de Jean-François Allain, dans OSS, et de faire un mix des deux mondes quelque part. Mais ça reste de l'ordre du clin d'œil et ça va pas plus loin. C'est un peu dommage à ce niveau-là de s'être arrêté en cours de route. Et c'est très faux comme film, effectivement. Moi, en tout cas, ça montre, parce qu'on pourrait se dire c'est juste la vie de quelques personnes, mais en fait, le film a super bien démarré. C'était même un des meilleurs démarrages de l'année pour un film tout court, même pas pour un film français. Et en fait, il termine péniblement à 1,5 million, si je ne me trompe pas, 1,4 million, là où les deux autres avaient fait 2,5 millions. Donc en fait, ça montre qu'il y a 1 million de fans, soit qui n'étaient pas vaccinés, mais soit qui sont restés sur le bord de la route, parce qu'en fait, le bouche à oreille a été assez catastrophique sur le film. À part Dujardin, que j'ai trouvé égal à lui-même. Oui, qui est bon dans ce qu'il fait, mais en même temps, il défend un personnage là vraiment assez détestable. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous avez vu Suicide Squad, tu voulais en parler The Suicide Squad. Ah putain, c'est vrai. The Suicide Squad. C'est chiant à dire. C'est chiant à dire. Suicide. L'équipe suicide. En même temps, on partait de très très loin. Est-ce qu'il faut vraiment les comparer? Est-ce que c'est pas comme quand il y a deux films de Batman, on fait pas cas du premier? Non, mais t'as pas tort. J'avoue, t'as pas tort. Mais en même temps, c'est trop frais. C'est trop frais. Mais pour moi, James Gunn, il s'est vraiment éclaté, quoi. Enfin, ça se ressent. Mais je trouve que le film est ultra jouissif. Et le requin, Mégane, il est comment? Et le requin est trop bien. Le requin est trop bien. Le requin est trop bien. Il n'y a pas que le requin qui est trop bien. En vrai, tous les persos sont bien. Tous les persos sont vraiment trop cool. Vraiment. Et l'humour est là, les bastons sont là. Enfin, c'est
C'est vraiment un plaisir de l'été en fait. Je trouve que c'est une très bonne sortie d'été parce que je trouve le film très chaleureux, très coloré, très Une autre période très que fun. ça m'aurait moins bien marché. Je pense aussi. C'est vraiment le film de l'été pour moi. Puis alors Margot Robbie, elle est géniale. Enfin, c'est toujours un plaisir de la retrouver en tant qu'Harley Quinn. Mais en même temps, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'elle laisse la place aux autres personnages aussi et à d'autres. Mieux équilibré. C'est plus équilibré. C'est-à-dire que c'était quoi, 2017 le premier? Ouais. En fait, elle a le rôle pas prévu, mais du coup qui lui a imposé de sauver le film. Elle sauve le film à l'époque et tu vas voir le film pour elle, parce qu'en dehors, Will Smith, bref, c'est une catastrophe. Même si j'ai revu le film de 2017, il n'est pas tant haché que ça, mais il est quand même vraiment pas bon. Dans celui-là, moi, c'est vraiment déjà Idris Elba, il est incroyable. Enfin, l'armure de Bloodsport. On la veut tous cette On la veut, je veux être comme lui. L'humour est incroyable dedans. Non, vraiment, le film, il est ok, quoi. Vraiment ok. Peut-être qu'il arrive, en fait, parce que le film marche pas des masses. Il est à 700 000 entrées en France, là où il avait fait 2,2 millions le premier. Mais Et en fait, il arrive trop tôt parce que je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui sont peut-être un peu moins au courant et qui se disent mais attends, je l'ai déjà vu ce film-là, ou j'ai pas envie de voir la suite d'un très mauvais film. Ouais, d'un truc qui était nul. Et en fait, il aurait peut-être fallu attendre un tout petit peu plus. La com autour de ce film-là, elle est pas bonne parce qu'on te dit que c'est pas un reboot du premier, c'est un autre premier. Alors qu'en réalité, en 5 minutes dans le film, on te balaye un peu ce qui a été fait dans. Donc en fait, c'est un reboot, mais ils veulent dans la com, Warner veut pas l'assumer parce que c'est reconnaître que le premier a été un four complet, quoi. Et c'est ça aussi, les gens ont pas envie de se dire je vais revoir le même film, alors que c'est les mêmes personnages, enfin quelques mêmes personnages avec des nouveaux avec une nouvelle intrigue, quoi. C'est pour ça que sur la com, je trouve qu'ils ont pas été très bons, Warner, et c'est peut-être ce qui explique aussi le fait que les gens ne se ruent pas dans les salles pour aller voir le film. C'est dommage qu'ils soient pas allés à fond en fait dans la com. Ouais, vraiment, limite, à prendre l'affiche de l'autre. Mais ouais, genre, rouge, vous avez pas aimé celui-là, allez voir celui-là. Pour une fois, contrairement à Fast 9, John Cena se démerde pas trop mal. Il est bien. Vu son il est personnage. bon dedans, ouais. Parce que dans Fast 9, mon Dieu. Ils ont une scène notamment avec Idris Elba dans le camp de guerrero. La scène, elle est vraiment hyper drôle. Elle est trop bien, ouais. C'est partie des films que je voulais voir et que j'ai pas pu voir cet été. Et donc, ils ont regardé quoi, à part ça, cet été, que ce soit sur les plateformes ou au cinéma? Il y a des choses qui vous ont un peu scotché, Je me suis refait que des films que j'avais déjà vus. Mais je me suis fait en plus des grands écarts. Je suis passé des Infiltrés à Bimboland. Tu vois que des trucs comme ça sur Amazon. Ah ouais, des trucs terribles. Avec Amazon, je me suis régalé. Il y avait tellement de films. Non, 2 films. Titan, je vous dis avant que les vacances, c'est Back North il y a 3 jours. Sinon, des films que j'ai. C'est le moment que tu vas en parler là, de Back North si tu veux. C'est le moment là. Ah bon, maintenant? C'est maintenant. C'est une passe D de Venro. C'est ça. Je suis allé voir avant-hier. Je me suis dit déjà en parlant du succès. Non, mais je pensais pas. Allez, t'es sur les rails là, vas-y. Parlons plus de rails. Je suis déjà assez. Quoi de long? Excusez, comme ça. Non, je suis allé avant-hier et on parlait de succès. C'est vrai que je me suis dit, c'est bon, j'y vais avant-hier. Personne, blindé. Plus une place dans la salle, je sais pas quand est-ce que Même encore hier? Je suis allé à quelle heure? Avant-hier, je suis allé à la séance de 20h, pardon. Ah ouais. Et j'ai eu les places, mais plus personne. Alors ça a bénéficié aussi de la mauvaise pub, notamment par rapport au dire, j'ai l'impression de Marine Le Pen et tout ça. Il y a beaucoup de récupération. Voilà, beaucoup de buzz et tout. Mais le film, quand on dit film coup de poing, franchement, ça prend tous au sens. Je trouve ça très très fort, très très puissant dans les scènes, dans la façon de jouer. Franchement, c'est très juste. J'ai été très très surpris par ce film qui prend en trip tout simplement, qui est interprété de façon vraiment parfaite par les trois, le trio absolument génial, le Louche, le Clou et Civil. Non, franchement, j'ai passé un très très bon moment du début à la fin. Et tu ressors du film, tu te fais... ça te met une grosse claque dans la gueule. Pour une fois, très très bon film. Pour une fois, la bande-annonce ne ment pas sur ce qu'est le film. La bande-annonce, ça te met une claque, tu dis, il faut que j'aille voir ce film-là. Dès le début, quand tu vas au Cinoche, la première scène de Back North, t'es dedans. Tu te dis, entre la bande-annonce que j'ai vue chez moi et le film que je vois sur grand écran, la transition, elle est parfaite. Moi, le seul bémol que je mets à ce film, c'est que la première partie, elle est tout là-haut, vraiment incroyable. La deuxième partie, qui est tout aussi importante, la collecte, elle manque d'éléments, il manque des scènes, il manque même, je vais pas spoil, mais il y a des personnages qu'on voit pendant tout le film, qu'on voit plus et qu'on a besoin de voir pour justifier certaines choses. Après, le film en soi est incroyable, mais s'il faut chipoter un peu, parce qu'on est là aussi pour chipoter dans cette émission, je trouve que la deuxième partie, elle manque un peu de profondeur. Et pourtant, elle est aussi importante que la première en soi. Ouais, franchement. Et la scène, grosse mention au rappeur Koff qui est incroyable. Il a une scène dedans, elle est incroyable. Ouais, et la scène, la fameuse scène du siège qui est absolument fabuleux. Donc voilà. Donc ils ont fait beaucoup le parallèle avec le film de la vie, le film. Tu connais rien des Misérables. Les Misérables, ça fait beaucoup le parallèle. D'ailleurs, la scène, il y a une scène avec le Clou, ça fait un peu penser. Non, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment aimé ce film. Franchement. Et la musique, d'ailleurs, la bande originale est sur les plateformes d'écoute. Allez l'écouter parce qu'elle est. Enfin, surtout quand on est dans le film, elle est incroyable, la musique. Vraiment.
Du côté Allociné, on en pense quoi de Bac Nord? Les professionnels. Voilà. Non, pas mieux. Et moi, c'est vraiment François Civil qui m'a bluffé parce que j'avais peur de l'accent marseillais. Parce que quand quelqu'un n'a pas l'accent, prend l'accent, c'est toujours C'était compliqué. son idée, parce que je l'ai eu en interview, il m'a dit que c'était son idée. ouais, il a vu ça avec Cédric Gimnez, le réalisateur. Mais... Et ça marche bien, en fait. Et son personnage, on y croit. Et on le voit un peu là dans la bande. Les moments où il court, où il sprint, où il essaie de poursuivre des gens et tout, il a une espèce de physicalité qui est. En fait, il arrive à l'écran. Franchement, ça marche tout seul. Ce mec-là, il a une rage. Même les trois même sont incroyables. En vrai. Mais tu as vu Megan? Tu as vu? Ouais. Je l'ai vu il y a 1000 ans, un an et demi. Ouais. C'est Bac Sud maintenant. C'est peut-être Gilles Lelouch qui a le rôle le moins évident des trois à jouer, et je trouve qu'il s'en sort très bien. Et son rôle n'est pas évident. Tu as vu? Non, toi, tu l'as pas vu? Si, je l'ai vu, j'ai vu aussi. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, etc. Et je ne me prononcerai pas évidemment sur la réalité par rapport à l'affaire, sur ce genre de choses. Mais juste en tant qu'objet cinématographique, de mise en scène, c'est prend une claque nord, quoi. La peur. En fait, ce film arrive à t'inspirer de la peur. Tu es à leur place, tu rentres dans la cité, tu as peur. Mais même voilà, c'est très bien foutu, en l'occurrence, même si c'est pas forcément ultra réaliste. C'est mieux que la série Marseille. Avec Depardieu. On peut pas faire pire que Marseille. Et là, l'accent marseillais est pas si bien réussi. De quoi parle-t-on? Incroyable. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, sinon mais non, mais on peut peut-être parler de Free Guy, parce que je sais que c'est un film qui a eu pas mal d'écho. Moi, je suis un peu plus mitigé. Tout ça, je trouve l'idée de départ super bonne. Donc, pour résumer, un PNJ qui découvre, qui a envie de faire autre chose qu'être un PNJ. Et l'univers est hyper bien rendu parce que c'est une ville à laquelle en même temps on croit et en même temps on comprend qu'on est dans un univers virtuel. Donc c'est hyper bien foutu. J'ai juste une petite réserve sur le fait qu'il accepte beaucoup trop vite sa nature de voilà. Et alors que j'aurais aimé un questionnement plus philosophique sur qui m'a créé, pourquoi j'ai été créé, est-ce que ce que j'ai vécu est vrai, machin. Mais qui est traité dans d'autres films par ailleurs. Mais sinon, voilà, c'est un film qui est plutôt rigolo et en tout cas, toutes les références, vous êtes plus gamer que moi, mais les références sont hyper marrantes. Le film qu'on peut opposer qui fait référence aussi à la pop culture, aux jeux vidéo, c'est Ready Player One. Il y a des choses dans Ready Player One qui me faisaient chier, par exemple. Là, dans Free Guy, elles sont bien amenées. Surtout le dernier quart d'heure qui est une ode à la pop culture actuelle. Enfin, voilà, vous avez, sans citer les films en question, vous avez vu ce qui est sorti ces 4-5 dernières années au cinéma, vous aurez compris. Mais puis, Ryan Reynolds, c'est pas chiant. Parce que j'avais peur qu'il soit chiant, en fait. Ouais, c'était ma question. Et il est pas chiant. Il fait du Ryan Reynolds. Non, par contre, il fait du voilà. Mais il est super bon dans la Ryan Reynolds. Mais il fait bien sur Ryan Reynolds. Oui, voilà. Mais il est pas relou. Donc. Il y a Ninja et Pokémon dedans. Tout à fait. On les voit vraiment. Alors honnêtement, c'est que je me suis dit en regardant le film, c'est que Ninja devait coûter tellement cher qu'il a pas beaucoup de temps. Mais Pokémon, on la voit bien. Puis il y a d'autres streamers aussi américains super connus qu'on voit dedans. Deux streamers. Ninja et Pokémon, c'est les deux plus gros streamers. D'accord. Non, mais c'est parce que. Mais je connais Ninja. Hein. Ah bon, pardon, mais je demande. Non, mais elle m'en prend plein. Ça, c'est possible, ça. Encore un tir. Non, Free Guy, c'est cool. En vrai, c'est un bon film de l'été. La promesse qui avait été faite au moment de la bande-annonce, elle est tenue et c'est cool. Ouais, exactement. Et par contre, ils vont faire une suite. Ils ont évidemment déjà officialisé une suite. Et à voir ce qu'ils peuvent raconter là-dedans. Bah ouais, c'est toujours ça le risque. Effectivement. Ça se terminait bien. Ouais, exactement. Des fois, il faut rester sur un one-shot, c'est pas mal. Faut que je le rattrape, celui-là. Ouais, pareil. Moi, j'ai envie de le voir, mais je l'ai pas vu. On pourrait. Et je sais pas si on a eu une minute pour parler d'un vrai gros ratage de l'été, en tout cas selon moi, c'est le Shyamalan. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, Old. Je l'ai pas vu. Oh là là, mais quel ratage. Ah, c'est pas bon. Ça avait l'air tellement bien. Ça avait l'air tellement bien. Et tout le long du film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut me raconter? Comme Sans un bruit d'eux que j'ai raté aussi. Filmé bizarrement. Il y a plein des fois de flou, de caméra, de traviole, et tu comprends pas le film. Je suis trop triste. Vraiment, ça joue pas bien. Très bizarre. Déçu. Ils vont le remenacer de le renvoyer. Ouais, il marche vraiment par cycle en fait. Son est très bon. C'était quoi? C'était The Visit. The Visit, fabuleux. C'était bien ça. The Visit, ça. Yahtzee. Il a quand même fait le village. Voilà. On va pas revenir dessus. Attends, je sais plus, t'aimes bien ou t'aimes plus le village? Je déteste. Laisse-le là-bas, regarde, ils sont bien sur leur table. Attends, moi je suis pas avec lui, moi. Moi je connais pas ce mec. C'est pas normal. Non, il avait pas fait le très bon film sur Apple TV. Alors la série. La série, pardon. The Servant. C'était bien ça. Ça c'était bien. Ah voilà. Quand même. Non, il est là, Night. Ça, c'est un des gros échecs. Le film termine à 300 000 entrées. Ou c'est pas beaucoup. Qui montre que ça a été un peu un ressenti collectif de dire oh là, c'est pas bien. Ouais. Les critiques sont pas bonnes. Voilà, 300 000 entrées, je crois que c'est peut-être son pire résultat en France. Alors que Fast 9, qui dépasse les limites de l'absurde, a fait son chiffre. Oui, mais c'est assumé.
dès le départ. Ah oui. Ah mais c'est trop vraiment. Tu l'as vu? J'ai pas vu un seul Fast and Furious de ma vie. Il faut que tu vois ce film. Non, mais là, je te dis que ça dépasse les limites de l'absurde, c'est pire. Hein. J'en ai 8 à voir avant. J'ai pas le temps là. Ouais, non, mais Tu rates pas. Tu rates pas. Si t'as pas vu les 8 avant, tout est résumé. C'est un petit résumé, un previously. J'ai un previously au début. Super. Non, un jour peut-être. Non, moi j'adore la saga Fast et alors le 9 j'ai été. Il est affreux. J'ai pas compris le projet. Là c'est le. En fait, clairement, c'est là où ils vont dans la lune et sur la lune. Clairement, c'est le film de trop. Non, c'est-à-dire que là, dans les idées, ils sont allés trop loin. Ah, c'est celui-là, ils vont sur la lune? Oui, c'est dans l'espace en tout cas. Celui dans l'espace. Ils vont trop loin. Et très rapidement dans le film. D'habitude, c'est une séquence de ouf dans le film. Là, t'en as 3 qui sont exagérées, dont une avec un câble. Ah ouais, on est au-dessus de l'océan là. Oh, ça c'est bon. C'est avec le pont. Oui, mais dans la bande-annonce, tu vois qu'un extrait. Quand tu vois, mais tu sais déjà que ça marche pas. Quand tu vois comment la scène se fait, tu dis stop. Où est-ce que je dois partir? Où est la sortie? C'est pas tant la scène que l'après-scène, je sais pas si tu te souviens. La scène se termine, il y a Michel Rodriguez qui regarde Vin Diesel en faisant. Il n'y a rien qui va, il y a rien qui va. Tout ça, on sait le faire. On est vraiment des professionnels. 17h48, c'est l'heure du journal des sorties. Ça sort. J'ai compris. Le journal des sorties, comment ça se passe cette année, puisque ça évolue un petit peu. Mégane nous a fait une sélection de 5 incontournables, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes. Et une fois qu'elle aura fait le pitch de chaque film, on a tous un mot pour donner notre avis, pour le qualifier. Ça va gagner du temps. Hein. C'est ça. Ça voulait gagner du temps pour cette séquence. Un mot, Norman. Par exemple, Old, effectivement, mauvais. Chiant. Voilà, tu vois, tu peux le faire comme ça, ou déceptif. La langue française. Donc, essayez de faire un vocabulaire fleuri. Et évidemment, après ça, nous aurons tout le reste des sorties en rapide, en bref, en accéléré. Effectivement, Mégane, ta sélection de la semaine. Alors, parmi les 5 incontournables, il y a d'abord Boîte Noire de Yann Gozlan avec Pierre Ninet, Lou Delage et André Dussolier notamment. C'est un thriller vraiment excellent pour moi. En gros, Pierre Ninet, il incarne Mathieu Vasseur qui est un technicien au BEA. C'est l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'aviation civile. Et il va enquêter sur une catastrophe aérienne, un crash d'un vol Paris-Dubaï. Et donc, il va prendre la boîte noire pour enquêter là-dessus, trouver ce qui s'est passé. Erreur de pilotage, défaillance technique ou acte terroriste, on ne sait pas. Et en fait, le film nous amène dans plein de pistes différentes et c'est vraiment bien foutu, bien amené. Johan. J'inaugure le truc des... Attention. Je l'ai vu. Il a gratté une phrase. Chant du Louesque. Oh. Parce qu'il y a un excellent travail sur le son, il faut le dire. Ouais. Après, tu peux expliquer pourquoi tu dis ce mot. Non, parce que ça a l'air d'être un peu que le chant du loup de la BE, enfin en tout cas des bureaux d'analyse des boîtes noires. Moi, je dirais... C'est un univers qui m'intéresse. Ouais, c'est vrai. Il frappe fort aussi, le mec. Moi, je dirais curieux. Je suis curieux d'aller voir ce film. Je suis assez... c'est un truc qui me hype, mais pas sans que ce soit une méga claque. Je suis curieux de ce qu'ils peuvent faire avec ça. Alors Flytesque, le mec qui reprend les Ça suffit. Non, intéressant. Non. Intéressant avec un grand. Avec un grand 1. Perplexe. Oh, voilà. Bah alors. Ça veut dire quoi? Il a besoin d'être convaincu. Deuxième film. De salles de ambiance, là c'est Respect avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker et Marlon Wayans. Donc c'est le biopic sur Aretha Franklin, donc de ses débuts en tant qu'enfant de chœur dans l'église de son père jusqu'à son ascension fulgurante. Donc voilà, biopic musical, Respect. Johan. Déjà vu. C'est 2 mots. Déjà vu. Non, c'est les biopics où tu démarres à la naissance, tu vas jusqu'à la mort. Mais c'est 2 mots, monsieur. Ah ouais, voilà. Moi j'aime bien un biopic qui raconte un événement de la vie de quelqu'un pour comprendre sa vie. J'aime bien ça. Par contre, quand tu racontes tout le truc comme dans Ray et tout ça, machin, ça me saoule. Ah ouais. Voilà. Ray, c'est fabuleux. J'ai l'impression d'avoir vu 20 000 fois ce film. Elle sera aux Oscars, elle aura peut-être son Oscar. Ray, c'est fabuleux. Ouais, c'est gonflant, je suis d'accord. Mais gonflant. Ray, on touche pas à Ray. Non, mais c'est pas contre le film, ni contre le comédien, c'est juste que c'est le tracé narratif, tu l'as déjà vu, quoi. Tu l'as déjà vu, donc à la limite, autant lire une page Wikipédia, ce sera bien. Bon. Je suis un peu violent, mais ouais. Genre même, il est méchant. Non, voilà. J'aime bien quand on raconte un aspect de la vie de quelqu'un qui permet de comprendre sa vie. Ok, non, mais j'essaie de gagner du temps pour trouver mon mot. Il est bien envers ce mec. Scandaleux. Le mot est trouvé, scandaleux. Alors, tiens. Salon.
Parce que ce sera chez moi. Salon, canapé, ce sera chez moi. Moi aussi, j'ai compris salaud. C'est genre de film intéressant, mais de là à aller au cinéma, je pense que je peux attendre qu'il arrive tranquillement en plateforme pour le voir, honnêtement. Client. J'adore les biopics. Ah, t'es bon. Je suis excellent. Du coup, j'ai envie de répondre par un titre direct. Respect. Non, c'est déjà fait. Donc, Think, je sais pas encore. Troisième sortie. C'est une série qui débarque en France sur Disney Plus Star. C'est American Horror Stories. Voilà. Ah, c'est pas la nouvelle saison. Ah non, Ah oui, American Horror Stories, c'est un spin-off de American Horror Story, toujours chapeauté par Ryan Murphy et Brad Falchuk. Ça sort le 8, c'est à raison d'un épisode par semaine. Et en fait, c'est une série anthologique, donc c'est un épisode pour une histoire de fantôme. Et évidemment, il y a des petits liens avec les saisons précédentes d'American Horror Story, donc Faut notamment... avoir vu pour comprendre, quoi. Non, pas forcément. D'accord. Après, si, peut-être un peu quand même. Y a pas un previously? Non. Ah, donc c'est chiant. Non. T'as des petits liens avec les saisons d'avant et surtout la première en fait. Surtout la première saison. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense d'American Horror Stories? Il a pas de bons mots. En fait, c'est compliqué quand tu n'as pas vu le truc. Hein. Bah oui. C'est ça. Ouais. Moi, j'allais dire oui mais non. Ouais. Oui mais non parce qu'en fait, moi j'ai découvert American Horror Story tout court un peu sur le tard et je suis bien rentré dedans donc j'ai pas tout vu mais j'ai vu les dernières saisons, j'ai bien aimé. J'ai été plutôt curieux de ça et il y a des collègues en interne qui l'ont vu et qui m'ont dit alors, le côté anthologique est sympa mais les épisodes sont pas très bons. C'est très inégal. Non. Donc oui mais non. Moi, c'est attention, le mot que j'ai envie d'utiliser. Be careful. Attention, take care. Pourquoi? Parce que pour le coup, j'ai vu la série principale, j'ai vu les 3-4 premières saisons, j'ai décroché. J'ai repris depuis 84, donc la 9 et là je suis à moi, j'ai commencé à regarder la dernière série. Et attention, parce que quand on les laisse un petit peu trop, les deux réals là, quand on leur laisse les coups des franches, ils vont vraiment partout et n'importe où. Et ça demande d'avoir un peu de cadre des fois. Et je trouve qu'ils ont tendance à aller trop vite. Et du coup à partir sur d'autres sujets que là où on les attend. Et c'est un peu chiant en fait. Petite précision, ils chapeautent ce projet de spin-off, mais ce n'est pas eux qui écrivent et réalisent les épisodes. C'est des personnes différentes à chaque épisode. D'accord. Voilà. Attention Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce côté? Déjà, est-ce que tu es client de ce genre de choses de production? Bof. Voilà. Ouais. Bof. Décevant. Moi, j'ai American Horror Story, c'était le film d'horreur popcorn. J'ai détesté. On m'a tout dit, c'est génial et tout. Je me suis fait chier. Voilà. Ah oui, Ok, très bien. C'est très étrange de voir que ça débarque sur Disney+. C'est-à-dire que ça colle Alors, pas en fait, des masses avec ouais, l'ADN de la Non, plateforme. en fait, c'est une série FX sur Hulu. Et en fait, beaucoup de séries Hulu ont débarqué en France sur Disney Plus Mais du Star. coup, c'est un peu étrange. Hulu, c'est un contenu un peu mature, donc du coup, ça débarque sur la plateforme mature. La de partie Disney+. mature de Et puis Disney+. ça justifie le côté adulte de Star aussi. Ouais. Qui est pas Moi, ça forcément- enrichit l'offre aussi de Star. La suite. La suite. Une autre série, l'Opéra. L'Opéra. L'Opéra qui est déjà disponible sur OCS avec Ariane Labed, Raphaël Personnez et Suzy Bemba. Et en gros, c'est, comme son titre l'indique, on est dans une plongée dans les coulisses de l'Opéra de Paris. Et en fait, c'est les portraits croisés de deux danseuses. D'un côté, on a Zoé, qui est une étoile de 35 ans, qui a eu une carrière fulgurante, mais qui est tombée vraiment dans les excès, alcool, drogue, etc. et qui est poussée vraiment vers la sortie. Et d'un autre côté, on a Flora qui a 19 ans et qui est une ballerine noire qui est extrêmement rare encore malheureusement dans les corps de ballet de l'Opéra de Paris. Et donc là, elle réussit à intégrer le corps de ballet et elle va essayer de trouver sa place tout simplement et de gravir les échelons de ce milieu extrêmement fermé. Et elles ont face à elles le tout nouveau directeur de la danse qui est incarné par tout nouveau directeur de l'opéra qui est incarné par Raphaël Personnez et qui lui est très ambitieux et qui veut vraiment recadrer l'opéra et offrir une meilleure image de l'Opéra de Paris. Johan. Premier rang, je serai au premier rang pour voir ça. Ah ouais? Ça a l'air très très bien et j'adore les immersions dans les univers comme ça. Justement dans les univers qu'on connaît pas. Mais il fait toujours deux mots de toute façon. Ouais, mais c'est le premier. Non, je prends des expressions, ça va. Oui, on a le droit. Ça va. C'est n'importe quoi. Non, on a le droit de faire des expressions et des choses comme ça. Oui, bien sûr. D'accord. On est en rodage, hein, attention. Hein. Du coup, je vais tricher. Why not? Why not? Why not, voilà. Dansons.
Danse. Tu sors. Ça veut dire allons-y. Tu t'en vas. Ah la vache. Je sais pas si c'était une très bonne idée ce truc. Ouais, je m'en rends compte. La semaine prochaine, dansez-moi, je suis chaud. Deux mots du coup. Bah dansons, j'y vais. Ah, dansons, d'accord. Moi, j'ai un problème avec. Je pense que le sujet est hyper intéressant, mais je sais pas si je serais intéressé par l'œuvre une fois que je vais me mettre à la regarder. Du coup, le mot. Ah oui, ouais. C'est. Le mot. Du coup, le mot. hésitation. Ah ouais. Bien, oui, Pour tous les titres de Twilight. Ok, ouais, tentation. Résurrection, c'est lui qui nous demande les trucs. Damnation. Tombé quoi. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Un film Netflix survitaminé par les producteurs d'Atomic Blonde qui s'appelle Kate. C'est avec Mary-Elizabeth Winstead et Woody Harrelson. On aime bien. Et c'est réalisé par Cédric Nicolas Troyan qui avait fait Le Chasseur et la Reine des Glaces. Et donc pas le temps d'avoir pitié. Quoi? Non, je lisais le slogan, pas le temps d'avoir pitié. Pas le temps d'avoir pitié. Donc Mary-Elizabeth Winstead incarne Kate, qui est une machine à tuer qu'on vraiment rodée. Enfin, elle est tueuse à gages, très clairement. Et en fait, un jour, elle va échouer son contrat et va se retrouver empoisonnée. Et elle a que 24 heures pour se venger de ses assassins. D'accord. Le mot sera algorithme. On sent que c'est un film qui a été pondu par un algorithme. Il est joli, celui-là. Mais je suis amoureux de Mary-Elizabeth Winstead, donc je vais lui donner une chance. Ah, pareil. Genius. Nanix. Dimanche. Film du dimanche soir, très clairement. Ok. Voilà. Il n'y a rien à la télé. Oh, il y a ça sur Netflix. Let's go. Et on sera déçus ou pas? Genius. Woody. Parce que Woody me donne envie de regarder ce film. J'aime beaucoup Woody Harrelson. Voilà. Et moi, je vais dire encore. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film, en fait, tout simplement. Déjà vu, déjà pris. Donc, tout à fait. Mais c'est un peu la Si jamais ça vous intéresse, ça sort le 10 sur Netflix. Ça sort le 10. Ouais. Donc si on récapitule. Voilà. Boîte noire, Respect. American Horror Stories, l'opéra et Kate. Et sinon, Mégane. Au cinéma, on a Délicieux d'Éric Bénard avec Grégory Gadebois, Benjamin Laverne et Isabelle Carré. C'est l'association d'un chef et d'une jeune femme à l'aube de la Révolution française, et qui vont créer le premier restaurant et qui vont faire leur propre révolution à eux. Ensuite, toujours au cinéma, on a Les Méchants, film de Mouloud Achour et Dominique Baumard, avec notamment Romain Frassinet, Jimo, Ludivine Sagné. Donc là, c'est vraiment de la comédie pure. J'ai un peu peur de vous dévoiler le pitch parce que je n'ai absolument rien compris, tellement ça part dans tous les sens. Mais en tout cas, sachez que Patrick et Sébastien deviennent les méchants les plus recherchés de France à cause de leurs conneries. Toujours au cinéma, Serre-moi fort de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps. Alors là, le pitch m'a aussi beaucoup fait rire. Tout ce qu'on a, ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Voilà. Mais la bande-annonce est incompréhensible de ce film. Oui, on dirait qu'elle s'en va, mais finalement c'est lui qui est parti, mais en fait non. Voilà. De toute façon, il la voit encore. C'est ça. En tout cas, c'est tiré d'une pièce qui n'a jamais été jouée, de Claudine Galéa, qui avait été écrite en 2003. Voilà, donc c'est Mathieu Amalric qui a voulu adapter cette pièce qui n'a jamais été jouée, donc c'est un pari. Donc c'est pour ça qu'on en sait très peu finalement sur cette histoire. Donc Serre-moi fort. Vous l'avez vu ou pas? Moi, je l'ai pas vu. C'était vu à Cannes, je crois. Moi, je l'ai pas vu. C'est Max qui l'a vu. C'est un objet assez étrange, ouais. Ça, c'était au cinéma. Sinon, sur les plateformes, le 10 sur Netflix, la dernière saison de Lucifer, la série qui cartonne. Voilà. Le 8, on a la saison 2 de Into the Night. C'est une série belge, création originale belge de Netflix, où on suivait des passagers d'un vol de nuit qui en fait faisaient le tour de la Terre parce que le soleil se mettait à cramer tout ce qui se bougeait. C'était ça. Donc là, il y a la saison 2 qui sort le 8 sur Netflix. Du côté d'Amazon, on a un film, un thriller érotique qui s'appelle Voyeur. L'affiche, elle est ultime. L'affiche Hollywood Night de ma jeunesse. Non mais c'est ça, ouais. Ah, j'adore. C'est avec Hollywood Night, Sydney Sweeney qu'on avait vu dans Euphoria et Justice Smith qu'on avait vu dans Pokémon Détective Pikachu. Ça sort le 10 sur Amazon et donc en fait ils incarnent un couple qui viennent à peine de s'installer à Montréal dans un immense loft et en fait ils vont commencer un petit peu à épier leurs voisins et surtout à épier les relations sexuelles de leurs voisins et ça va finir très mal. Voilà, donc ils se prennent un peu pour Hitchcock, mais bon, on ne sait pas si ça vaut Hitchcock. Du côté de Canal+, la série 2 et avec Julie Delpy qui s'appelle On the Verge, bien, ça. qui est déjà disponible. Et en fait, on suit 4 amis vraiment en pleine crise de la quarantaine dans un Los Angeles pré-Covid. Voilà. Donc ça se termine un peu sur le Covid, mais en tout cas, ça se passe avant que l'épidémie ne vienne tout bouleverser. Du côté d'Arte, un gros coup de cœur pour ma part que j'ai découvert à Sérimania, qui s'appelle Anna.
C'est une série de Niccolo Amaniti qui avait fait Il Miracolo. Je ne sais pas si vous aviez vu cette série qui était vraiment exceptionnelle. Et alors là, il a adapté son propre bouquin qu'il a écrit en 2015. Et c'est important de le notifier parce qu'en fait, on suit une jeune fille dans un présent post-apocalyptique qui va rechercher son frère alors qu'une épidémie a décimé tous les adultes. Ok. Voilà, et en fait, par un virus, et la série a été tournée 6 mois avant le Covid. D'accord. Donc il y a quand même pas mal de parallèles, mais c'est quand même intéressant de voir que le matériau d'origine date de 2015 et que la série a été tournée 6 mois avant le Covid. Et il y a plein d'échos à ça dans la série, et c'est une série magnifique. Tous les plans sont sublimes, c'est vraiment d'une beauté folle, donc vraiment si vous avez l'occasion de la voir, Anna sur Arte. Et du côté de Starzplay, une série assez terrifiante qui est inspirée d'une histoire vraie qui s'appelle Dr. Death, qui sera disponible le 12 sur Starzplay. C'est avec Joshua Jackson, Alec Baldwin et Christian Slater, donc beau casting. Et donc Joshua Jackson, il incarne Christopher Dunch, qui était un neurochirurgien au Texas qui a en fait été condamné parce qu'il a loupé des opérations. Et en fait, il était un peu un sadique, un peu sociopathe, et c'est une histoire vraie. Il y a eu des podcasts sur ce mec, et là, ils en ont fait une série, du coup, et ça fait froid dans le dos, vraiment. Ouais. Dr. Death. C'est assez rigolo comme casting parce que si tu transposes dans les années 90, c'était le casting d'un film qui faisait l'événement dans les années 90. Vrai, Joshua Jackson, Christian Slater, Alec Baldwin, tu veux voir ça dans les années 90. C'est vrai. Merci beaucoup Megan pour ce journal des sorties. Bravo. Petite semaine peut-être, mais il y a des grosses choses qui arrivent dans les semaines à venir, je crois. Il y a le retour de Sex Education sur Netflix. Oui. Il y a eu La Casa des Papel la semaine dernière, ou juste là, mais enfin bon, c'est des trucs que les gens attendent, plus ou moins. Sex Education, en tout cas, c'est la grosse attente de la semaine prochaine. Et Dune. Et Dune, évidemment. On en reparlera bien sûr la semaine prochaine. En attendant, Shang-Chi, 18h04, c'est le moment du quiz. On est bien. Bon, je sens que c'est toi. Une série de 20 questions. J'attrape ma télécommande à buzzer. C'est le moment de buzzer, c'est le moment de buzzer. C'est le moment d'être C'est le moment de buzzer, là. Dan choqué. Oh, c'est Chris, là. C'est le moment de buzzer, saluer là. la victoire. 20 questions, vous le savez. Je vais te bouffer. 20 questions, vous le savez. Un point par bonne réponse. Et des mécaniques de questions qui vont changer régulièrement. Excellent, belle saison, quoi belle émission. Eh oui. Tu encore t'avais dit que tu le disais pas. T'avais tenu, quoi. J'ai changé. Allez, c'est parti. Petit indice, qui ne s'affiche pas en bas de votre écran, les réponses concernent des films mis en musique par Hans Zimmer. Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est que ça. C'est que Hans Zimmer. Okay. Ah, c'est des films avec que la BO de Hans Zimmer. C'est un peu ce que j'ai dit, ouais. Je préfère être sûr. T'as pas écouté les cours. C'est Hans Zimmer ou vas-y. T'as pas changé, quoi. Question tranquille, pour commencer. Ouais. Qui a réalisé le film Mission Impossible? Ouais. Il a fait le premier Brian De Palma. C'est non. C'était pas lui. Damn. Attends, ben ouais, j'ai fait ça, moi. John Woo. Et c'était une bonne réponse. Oui, il a pas fait le il tape dans le sable avec le flingue, quelle merde. La moto, même. Il moto. horrible, ce film, il horrible. Et ouais, ça commence bien la saison. Putain. Parce qu'il a juste buzzé trop tôt, calme-toi. Il va gagner à la fin. Petite question géométrie. Oula. Quoi? En 2002, quel film d'horreur japonais a été adapté? The Ring. The Ring, Allez, vas-y. bonne réponse. C'est insupportable. Le cercle, donc en Elle est ici, la Elle est trop Elle est chiant. ici. Il est trop chiant, là. C'est incroyable. Wing Chun, Ip Man. Moi, je m'écarte. Allez, souris. Attention, un petit rébut. Petit rébut. Petit rébut qui se petit, cache. il est là derrière. Attends, facile. ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette... Quoi? Attends. Quoi? Quoi? Bob l'éponge? C'est une bonne réponse de l'Alix. Ah mais non. Attends, je l'avais Bob l'éponge, j'attendais le bas. Faut trouver le bas, non? Le bas, c'est quoi le... Ah bah le bas, c'est bon, je vous ai donné le haut, c'est bon. C'est le titre complet du film. Bah oui. Bob l'éponge, c'est quoi Bob l'éponge? Attends. Il n'y a pas Bob l'éponge sur deux rails. Enfin, putain, j'arrive avec les rails. Avec deux lignes. Bah, c'est Bob l'éponge, un héros en eau trouble. Ah oui, non, aquatique, Non. machin, non. C'est pas ça? C'est pas celui-là? Non, mais j'ai déjà donné le point à l'Alix. Ah, C'est bon, tu l'as. Ouais, C'est c'est excellent. bon. Allez, On laisse l'image. Bob, donc le chapeau, hein. L'éponge, Luffy, Haim, Le film, ouais. Haim, tu vois, et une haie, pont, jeu, Anne, un an, eau, trou, bleu. Oui, Bob l'éponge, éponge en eau trouble. Éponge en eau trouble. Bah oui, mais voilà. Eh ben oui. Ah ouais? Je suis pas content, là je suis colère. C'est vrai? Attends, on va gagner le quiz. Question de l'ombre. Quoi? C'est de nouvelles mécaniques.
Hans Zimmer est l'auteur du thème principal de la saga Pirates des Caraïbes. Mais qui a composé le reste de la BO du premier film? C'est pas Klaus Badel? C'est une bonne réponse, Alix. Alors là, tu vois, là tu commences ton année. Ouais, Là tu la je commences. commence bien la saison là. Question pop. Tiens, j'ai envie de te... Quelle chanteuse à succès a interprété le titre éponyme No Time to Die, thème principal? Adèle. Ce n'est pas Adèle. Mais non. Non, je me suis trompée. Je t'en prie. Johan? Alicia Keys Non plus. Non. No Time to Die. Je suis nul en chanson, je suis trop nul. Mais de quel film? Excusez-moi, Mégane. pardon, je suis désolée, Mais de c'est quel Billie film Eilish. C'est une bonne Voilà, réponse. c'est ça. Attends, mais t'as déjà buzzé. Mais c'est quoi la question? C'est une erreur. Quelle chanteuse à succès a interprété le titre éponyme No Time to Die, thème Ouais, tu dois principal dire du quoi prochain film James Bond, dont la musique est composée par Hans Zimmer? On n'a pas le droit de jouer, on n'a même pas eu la réponse, on n'a même pas eu la fin de la réponse. Si, mais il fallait buzzer. Non mais c'est peux c'est pas dire. scandaleux. Je peux pas C'est dire une non. erreur. Je peux pas dire non. Non mais ça. C'est une erreur. Yoann Question- il dit ça, je dis non, mais toi je peux pas dire ça. Attention, question IMAX. Qu'est-ce que je te dise? Ah oui, attends, IMAX. Attends, c'est quoi? C'est Hans Zimmer, c'est quoi là? Je comprends plus. Là. Oui, c'est un film dont Hans Zimmer a fait la musique. Le Roi Lion, le Roi Lion. Ce n'est pas le Roi Lion, J'ai craqué. J'ai changé. Rango. c'est Rango. Ouais. Bonne réponse de Johan. Oh, bien joué. Stallone. Effectivement. Stagone. Putain, mais on dirait le Roi Lion, tu sais, avec la falaise. Arrête de te justifier tout le temps, c'est pénible. Question kebab. Question kebab. Ouais, Question kebab. Kebab. Quel film de Edward Zwick rassemble dans son casting... Dernier samouraï. Bonne réponse. C'est quoi le rapport avec le kebab? La sauce samouraï. Je sors, je peux partir d'ici. Mais moi je prends l'algérienne, je prends pas le samouraï, j'en sais rien. Mais, moi. les intitulés, c'est de la merde. Là. Faut pas écouter ce qu'il dit. Ouais, faut pas écouter en fait. Non, faut juste écoute. Petit extrait Merde. sonore. Ah, c'est pour moi ça. Imaginez-vous en train de concevoir un building, d'accord? Ah, Vous en pardon. créez consciemment chacun des aspects. Mais parfois, vous avez l'impression que le plan se fait tout seul. Inception. Inception. C'est la version non. québécoise. Hein. Pourquoi j'ai pas Excusez-moi, pourquoi j'ai pas c'était tapé? quoi Ne refaites pas l'accent, j'en sais rien. Quoi cette VF terrible là? Mais c'est la version québécoise. C'est Inception. Je l'ai en plus. Je suis Ah, c'est désolé. Inception. Il a le C'est point. Inception. Il a le point. Inception. J'avais dit ne refaites pas l'accent, s'il vous plaît. Merci. Attention, question Dwayne Johnson. Dans quel lieu réel se passe la majorité du film The Rock de Michael Bay? Non. L'île d'Alcatraz. Bonne réponse. San Francisco, j'ai le point. Pourquoi j'ai écouté l'indice The Rock, Dwayne Johnson? C'est pas bon, t'es nul. Non, non, non. Question bijou. Oh putain. Quel blockbuster de Michael Bay? Bad Boys. C'est non. Quel blockbuster de Michael Bay rassemble à l'écran Ben Affleck, Alec Baldwin? Pearl Harbor? C'est une bonne réponse. Ah oui. Bien joué. J'ai eu un bug. Putain, j'ai Perle. avant. Fait- Ah, Pearl Harbor. Pearl Harbor, Non, ouais. non, Si. non, mais sérieusement. Non, ça suffit. David est là-bas, vous pourrez lui Ouais, parler après l'émission. Comme ça. Ouais, Pearl Harbor. Question élémentaire. J'écoute pas. Pour quel film Hans Zimmer a-t-il composé un thème principal nommé Disco Bambulate, Disco Bambulaté, je pense, ça doit être du latin, Oula. en référence à une scène du film mettant en scène un combat clandestin au ralenti? Sherlock Holmes? C'est Sherlock Holmes. J'allais Mais en fait, quand t'as dit élémentaire, je pensais à ça, mais j'entends la fin de la question, je suis trop j'allais nul. le dire, Sherlock Holmes. Bien joué. Putain. Bien joué, bien joué. Bien joué, Mégane. Bien joué. Question avec vue sur la mer. Non, mais j'écoute pas ce que tu dis. Quel thriller de John Schlesinger, sorti en 1990, met en scène un couple qui décide? Fenêtre sur Pacifique. Fenêtre sur- C'est une bonne réponse. Putain, ça y est, ça y est. Très bon film. Belle ambiance. C'est bon ce quiz. film Très bon film. Je ne connais pas ce film. J'adore. Question 13, question Vidéo Club. Ah. Spectaculaire. Ah oui, il faut que je vous explique ce que c'est. Ah. C'est les critiques. Ah, C'est des critiques. c'est marrant ça. Ce sont toutes les critiques qui a eu lieu Ouais. pour le film, qui Ah ouais, ont d'accord. pas toutes. Une sélection de critiques, il faut retrouver le film. hein. Ouais, ouais, intéressant. Je suis prêt. D'où Vidéo Club. C'est un Hmm. peu comme si tu lisais sur la. Voilà. Sur la jaquette. Spectaculaire. Le Figaro. L'un des plus grands films de l'année. Cinématiseur. The Dark Knight. Ce n'est pas ça. Ouais, plus. Un des meilleurs. Gladiator. Et non. Un des meilleurs films Terminé. d'automobile jamais tournés. Paris Match. Automobile. Lancé à pleine vitesse sur les circuits les plus dangereux du monde, deux pilotes de génie s'affrontent. Ah. D'un côté, James Hunt, playboy charismatique, aussi doué avec les. Eh non, tu peux Non, plus. j'ai plus le droit. Aussi doué avec les femmes qu'avec les voitures. De l'autre, Quoi? James Hunt? 3, 2, Je l'ai Un. pas. hey. Le Mans 66? Ce n'est pas le Mans 66, Non. tout le monde a Ça buzzé. revient. Fin du suspense, c'était Rush. Rush, voilà. Ah, Avec, wow, ok, d'accord. avec Thor dedans. avec Thor, ouais, Chris Avec Hemsworth. Thor, Chris ouais. Ok, Hemsworth, ouais. ok, ok. Ah oui, oh, je l'avais pas Rush. du tout. Ah ouais, non. Film de Question géographie. Pour quel film de 98 Hans Zimmer a-t-il utilisé des chants et cantiques mélanésiens interprétés? Ligne rouge. La ligne rouge, tout à Bien fait. joué, joli, joli. Quel homme, c'est trop Elle est fort. belle. ce- Elle est Deuxième belle. question IMAX. Quel est ce film? Elle est belle, je vais le bouffer.
USS Alabama. Non. Bonne réponse de Johan. Là, Non. En plus, musique magnifique. J'ai fait dire négociateur, c'est pour ça que ça m'a affiché. Ah Je non. voulais une critique. Putain, elle est belle. Il faut retrouver quel est le film. C'est une question donc, Masque et la plume. La Rome numérique, reconstituée par instant de manière époustouflante par son réalisateur, obéit sous le règne... Ben-Hur. Ce n'est pas Ben-Hur. Gladiator. Cette fois, c'est Gladiator, hein, tout à fait. En même temps, film de Gladiator de musique de Hans Zimmer, il n'y en a pas des milliers. Au début, j'ai compris la robe numérique. Ouais, mais c'est Oui, parce que je moi parle du nez. aussi. Voilà, donc j'avais. C'est parce que je parle du nez en fait. Ouais, c'est pour ça. Ouais, Moi, la Rome, genre le jeu, j'ai fait dire Tron. Et je suis très loin. c'est très loin. C'est trop loin. Reste avec nous. Ouais. Petite question algèbre. Pour quel réalisateur Hans Zimmer a-t-il composé le plus de bandes originales? Oh. Ah, putain, mais oui. Et oui, et oui. Christopher Nolan. J'ai dit répondu comme toi, mais c'est pas ça. Ouais, j'aurais pensé Nolan. Ouais. Ridley Scott. Et non, Non plus. et non. J'aurais pensé Nolan, ouais. Donc j'ai Ah, pas moi aussi, de. merde, Tony j'ai pas de Scott, réponse peut-être. là. Moi, Nolan, ouais. Pour Non, quel c'est- réalisateur non. Hans Zimmer a-t-il composé le plus de bandes C'est originales? Verbinski, peut-être. C'est personne. 3, Attends, 2, s'il te plaît. 1. J'ai pas le temps, je suis désolé. D'accord. C'était Ron Howard. Ron Howard. Ah, ouais. Ah ouais. Tony Scott, c'est Harry Gregson. Question 18, une question un peu trop dure. Quel film sorti en 89 marque la première collaboration entre Hans Zimmer et Ridley Scott? Je l'ai. Megan, Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai. Thelma et Louise. ce n'est pas ça. Mais non, Ah, j'ai merde. pas. Apocalypse Now. Non plus. Black Rain. C'est Black Rain, bonne réponse. Bien joué. J'allais dire Oliver Thelma et Stone. Louise et après j'ai dit non, c'est pas ça. Question Elle est belle. Memento, attention. On la fera la semaine prochaine, évidemment. Merci beaucoup. Ah ouais. pour- Elle est belle, elle est belle. Merci beaucoup pour ce retour de l'émission. On va retravailler un petit peu le genre des sorties. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver à tous. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Megan, Merci. Nanix et Genius. On Merci. se retrouve la semaine prochaine, mardi 16h30, pour de nouvelles aventures avec sans doute Maximilien en plateau. On verra comment on fait tout ça. Peut-être dans un nouveau plateau. En tout cas, merci beaucoup à la technique. Merci beaucoup à Paul. Merci beaucoup à toutes et tous de nous suivre. Ce soir, c'est du training en vue du Mario Kart avec Gigi et Xari. Et tout de suite, c'est le récap. Ciao, ciao.